Il va falloir remplacer 3 postes quand même, c'est beaucoup. On est live. OK. Bonsoir, chers internautes. Merci de nous suivre pour la deuxième partie de notre live sur l'intelligence financière. Je suis très heureux d'être ici ce soir. Je suis Herman Kwasi. Voilà, je suis ingénieur machine learning. J'habite actuellement à Cape Town. Voilà, nous allons passer environ 90 minutes. J'espère que ça sera très utile et nous allons apprendre beaucoup de nos panélistes. Voilà, parlant des panélistes, je vais leur passer la parole, demander à chacun de se présenter brièvement. Voilà, on peut commencer par Cissé, chacun désigne le prochain. À toi, Cissé. D'accord. Merci. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Ousmane Cissé. Je suis ingénieur en génie logiciel ici au Québec. Et c'est ce que je fais. Je suis diplômé en informatique et télécommunication. Je vais passer la parole à Yuri. Hello tout le monde. Je m'appelle Ayeri Meshak. Je suis model risk manager en banque, en finance. Et je suis diplômé en ingénierie mathématique, ingénierie financière. Et je travaille à Paris. Je vais passer la parole à Anissé. Okay, bonsoir à tous. Je me nomme Anissé Nogbou. Je suis ivoirien. J'exerce en tant que contrôleur de gestion au laboratoire Bio24 et je vis au Sénégal. D'accord, merci à nos panélistes. Nous avons encore 2 autres panélistes qui vont nous joindre en cours de chemin. Voilà, il s'agit d'Emma et de Raïssa. Voilà. Je vais rapidement partager mon écran et puis essayer de parler du point d'aujourd'hui, enfin des points d'aujourd'hui, et puis on va poursuivre. Vous arrivez à voir mon écran? Oui. OK. Voilà donc. Le sujet, comme je l'ai dit, et le titre du live intitulé, on va parler d'intelligence financière. Nous avons eu la première partie il y a 2 semaines de cela, je pense. Voilà, la deuxième partie, compte tenu de l'engouement et tout, nous allons avoir la deuxième partie aujourd'hui. Voilà, donc dans la première partie, nous avons parlé de la définition et tout, on a parlé beaucoup de gestion des finances, comment gérer ses dépenses et tout. Aujourd'hui, nous allons terminer cette partie-là avec les épargnes et puis les emprunts. Et puis, c'est un truc autour de ça. Nous allons encore nous focaliser beaucoup plus sur la génération des revenus. On va mentionner certains points particuliers, par exemple, pour un étudiant, un élève ou bien un jeune professionnel, comment on peut générer beaucoup plus de revenus au-delà, bon, soit le salaire ou au-delà du salaire, des trucs comme ça. Voilà. Et puis, à la fin, on aura le temps de prendre les questions de ceux qui nous suivent, comme les internautes, où on va prendre le temps de répondre à toutes vos préoccupations. Voilà. Donc, c'est un peu ça. J'arrête de partager mon écran. Et sans plus tarder, voilà. Nous allons commencer juste par rappeler qu'est-ce que l'intelligence financière. Voilà. Donc, ça sera la première question pour nos chers panélistes. Je vais passer la parole à Anissé, qui va nous rappeler un peu ce que c'est que l'intelligence financière. Merci, Anissé. Le même coup. OK, merci, Eman. Alors, donc, pour rappel, comme on l'a dit la semaine dernière, c'est un sujet assez intéressant, l'intelligence financière. Ça nous rappelle en fait deux concepts clés. D'un côté, l'intelligence et d'un autre côté, la finance. Donc, c'est toutes les questions qui sont liées à la gestion de son argent d'une façon personnelle, la gestion de son portefeuille, comment gagner de l'argent, comment gérer même son argent et surtout comment gagner plus d'argent, donc générer beaucoup plus de revenus. Disons que l'intelligence financière, c'est un concept nouveau qui a été introduit par Robert Kiyosaki, bon, surtout plébiscité par lui-même, et qui aujourd'hui fait beaucoup de bruit. Donc, l'intelligence financière, en quelque sorte, c'est ça, comment gagner plus d'argent. On va parler de comment devenir riche. C'est ce que les internautes doivent retenir, comment devenir riche. Et cette deuxième partie sera focus sur ça. D'accord, merci. Je voulais juste signifier que c'est vrai que nous allons parler de comment avoir des sources de revenus et tout. Je veux juste dire que nous ne sommes pas des experts forcément en finance ou bien des gens qui ont comment on appelle ça,
des trucs secrets et tout. Mais nous voulons partager nos expériences, nos connaissances en la matière, pour voir que ce soit bénéfique à chacun de nous. Nous allons essayer de rendre ça relativement utile pour les Ivoiriens vers la fin. Voilà, donc c'est un peu ça. Commencez à mettre vos questions dans les commentaires et tout. On aura quelqu'un qui va nous envoyer les questions au fur et à mesure pour ne pas que vous oubliez. Lorsqu'on discute des sujets, après, on aura le temps de répondre à ces questions-là. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais essayer de rappeler un peu la semaine passée, nous avons parlé de beaucoup de choses. Est-ce que ce serait utile de faire un tour pour que chacun puisse essayer de rappeler un peu les points intéressants qui ont marqué un peu votre attention? Je pense que ça serait utile de faire ça pour rentrer dans le vif des sujets. Hein? OK, Ayeri, qu'est-ce qui serait ton résumé de la session de la semaine passée pour ceux qui nous joignent pour la première fois? Ok, donc je vais reprendre exactement mon mot de fin, en fait, lors de la première session, où je disais que s'il fallait retenir quelque chose, ce serait la force de l'épargne. Donc, la base de l'intelligence financière, c'est l'épargne. Donc, tous ceux qui aspirent à un accroissement de revenus doivent commencer par se construire une épargne qui est forte. Voilà, c'était vraiment le point sur lequel je voulais revenir. Et ensuite, avoir aussi des connaissances, donc développer des connaissances, lire des livres. En plus, parce que la simple volonté ne suffit pas, il faut acquérir de la connaissance et développer un réseau. Parce que on a, je veux dire, on ne devient pas riche ou pour emprunter l'expression de Nobu Anissé, on ne devient pas riche tout de suite, tout seul. On vend forcément un produit, on a quelque chose à proposer. Donc, on travaille forcément avec des gens. Voilà. Et donc, il faut connaître le marketing, il faut avoir un réseau qui est solide, il faut avoir la bonne information. Voilà. Bon, c'est un peu les bases de l'intelligence financière. D'accord, merci, Ousmane. Selon moi, ce qu'on peut retenir de la séance dernière, je pense que tout un chacun doit connaître sa situation actuelle, je veux dire, situation financière et tout ça, puis en fonction de ça, prendre les décisions nécessaires. Si par exemple ta situation n'est pas assez stable actuellement, tu peux peut-être te tourner vers les emprunts pour peut-être améliorer ton éducation ou améliorer ta situation en gros. Ou si peut-être tu as une situation assez stable maintenant, il faut peut-être se tourner vers les épargnes ou l'investissement. Donc pour moi, ta situation actuelle est très importante. Puis en plus de ça aussi, il faut aussi s'intéresser un petit peu à tes entrées et sorties, on va dire, ce qui rentre dans tes poches et ce qui doit sortir. Et il faut avoir une certaine constance avec ces genres d'informations. Et je pense que c'est ça. Il faut suivre ça de façon constante. Ouais. Merci à vous deux. On va finir cette session de recap avec Anissé. OK, donc pour compléter déjà ce que les autres ont dit, donc de la semaine dernière, on avait parlé de comment gérer surtout son argent. On a donné un peu différents exemples de modèles, pas forcément des modèles qui sont des standards, mais un peu comment chacun d'entre nous entendait la gestion de son portefeuille. Et comme on l'avait dit, on a rappelé qu'il fallait surtout noter les différentes dépenses qu'on réalise. On a parlé du modèle des 6 enveloppes. Pour les internautes, on va les ramener vers la première vidéo qu'ils essaient de lire et comprendre. On a parlé également de certains fichiers Excel qui aident à gérer son budget. Donc, comment est-ce qu'ils gèrent leur bourse mensuelle. C'est aussi intéressant de pouvoir noter. Et on a donné également d'autres astuces. Après, on a aussi retenu des maîtres mots qui sont la rigueur et la discipline. Donc, quand on parle de gérer son argent, il faut beaucoup de rigueur, se poser toujours la question de savoir est-ce que la dépense que je veux réaliser maintenant, est-ce qu'elle est opportune? Donc, est-ce que c'est vraiment un besoin nécessaire? Sinon, si ce n'est pas le cas, est-ce que il y a lieu de faire cette dépense? Donc, en gros, voici un peu ce qu'on a dit la semaine dernière, la précédente séance, pardon. Et voilà, c'est tout. D'accord, merci, cher internaute. Voilà. Donc, Ayeri a mentionné que l'un des points importants, c'était
de pouvoir épargner et tout. Donc, on va passer un peu de temps encore sur ça. Et je voudrais qu'on parle un peu des dangers. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui vivent au jour le jour, je crois. C'est l'expression on n'a vraiment pas d'épargne. Et je veux peindre un peu un certain scénario, par exemple. Imagine, tu as un boulot, mais à peine tu utilises, tu n'as pas d'épargne. Et, et par exemple, ta source de revenus s'arrête tout d'un coup à cause d'un certain truc. Souvent, c'est vraiment pas selon c'est pas sous ton contrôle. C'est quelque chose qu'on a appris par rapport au COVID. Il y a des gens qui ont perdu peut-être leur travail ou qui ont perdu leur source de revenus momentanément et tout. Et je veux qu'on relève un peu, on parle un peu des dangers de ne pas avoir des épargnes en fait. Il y a un système, par exemple, qui montre à des gens qui disent qu'il faut avoir peut-être des épargnes pour plus de 6 mois au moins, pour dire que si tu n'as pas d'épargne, tu n'as pas de source de revenus pour pouvoir vivre là. Il faut pouvoir vivre ça. Ça, c'est quelque chose peut-être qu'il va falloir énumérer, mais je voudrais que nos panélistes nous parlent un peu des dangers de ne pas pouvoir avoir d'épargne au-delà de ce point-là pour un citoyen lambda. Qui va commencer. Eric, tu as ton micro qui est ouvert, donc tu peux Euh, commencer. oui, est-ce que tu peux juste revenir sur, étayer un peu la question des dangers au-delà de quel point en fait? J'ai Les pas... dangers de ne pas avoir d'épargne pour un citoyen lambda. Bon, j'ai essayé de donner un peu l'orientation sur ça, mais il faut ignorer tout ce contexte-là. D'accord. Mais en fait, je demande parce que j'ai l'impression que tu as répondu à la question en la posant. En fait, Oui, bon, ça, c'est vrai, mais au-delà de cette réponse-là, qu'est-ce qu'il y a d'autres dangers que tu penses être truc? Eh bien, tu peux détailler un peu ça. d'accord, d'accord. Déjà, dans un premier temps, c'est ce que tu as dit, hein. On parle de fonds d'urgence. En fait, c'est un revenu euh, qu'on planifie, par exemple, sur 3, 6, mais moi, je dirais même jusqu'à 1 an, en fonction de la configuration dans laquelle tu te situes. En Afrique, par exemple, quand on est dans des situations assez difficiles, on peut se faire héberger facilement. Donc, je veux dire, il y a euh, certains coûts qu'on peut facilement essuyer grâce à la culture. C'est-à-dire, on peut partir en famille, un grand frère peut nous prendre, mais en Europe, ce n'est pas le cas. Donc, en fonction vraiment de la situation, de la configuration dans laquelle on se situe, il faut adapter notre fonds d'urgence. Si on parle de la Côte d'Ivoire, moi, je dirais il faut même pousser jusqu'à 6 mois, 1 an en fait. Donc, l'objectif, c'est d'avoir ton épargne qui équivaut au fait à tes dépenses mensuelles, à l'agrégation de tes dépenses mensuelles sur 1 an. Ça, c'est le fonds d'urgence et c'est un peu un but que chacun doit avoir parce que tout peut arriver et on ne sait jamais. Voilà. Maintenant, en dehors des conséquences financières du fait de ne pas avoir d'argent, il peut avoir d'autres conséquences. Parce que on dit que, comment dire, l'argent souvent est la racine de plusieurs maux. Voilà. C'est souvent par le manque d'argent que certaines personnes se livrent à la prostitution. C'est par le manque d'argent aussi que certaines personnes se livrent à des actes de corruption et qu'il y a des déviations dans les mœurs. Donc, je dirais que c'est les mêmes conséquences que le fait de ne pas simplement avoir du boulot ou de ne pas avoir d'entrée régulière d'argent en fait dans sa bourse. Voilà. Donc, si tu n'as pas d'épargne au bout de 10 ans, même 5 ans de travail, c'est équivalent à au fait que tu n'aies pas travaillé du tout et que bah, tu te retrouves juste peut-être au chômage pendant 2 ans, 3 ans, juste après les études. C'est totalement équivalent. Donc, ça peut notamment justement te pousser à certaines déviations, en fait, simplement. Et ça nuit de manière très, très, très importante à la société. Donc ça, c'est vraiment dangereux de ne pas avoir d'épargne, surtout à l'ère 2021 où les choses sont beaucoup, où c'est vraiment du chacun pour soi, tout devient individualisé.
Donc, chacun se doit de constituer sa petite sécurité en griffe. C'est très important. Merci, Ayeri. Ousmane ou Anissé, vous avez quelque chose à ajouter sur ce point? Oui, j'aimerais bien ajouter. Vas-y. Alors, la question déjà de l'épargne, en fait, pour un citoyen lambda pose plusieurs problèmes. Déjà, j'entends par là qu'il faut déjà avoir une bonne gestion de son argent pour constituer une épargne. Déjà, un citoyen lambda, ça suppose qu'il ait un revenu. Pour pouvoir épargner, il faut avoir un revenu. Il faut satisfaire tes besoins primaires et au-delà, constituer cette petite épargne-là pour faire face à des aléas. Donc, l'épargne en tant que telle répond à un besoin bien précis. C'est en prévision à une certaine incertitude du futur. Soit on prépare notre retraite, soit comme Ayeri l'a dit, pour une sécurité, on ne sait jamais quand est-ce qu'on peut perdre un emploi, quand est-ce qu'un malheur peut nous frapper. Donc, un fonds de sécurité qui est quasiment placé, ou encore pour réaliser un projet. Donc, l'épargne répond vraiment à beaucoup de situations. Ne pas constituer d'épargne, voilà, dans quelle situation ça peut nous emmener. Donc, avoir déjà la capacité de le faire, ne pas le faire, ce n'est pas bien. Mais quand on ne le fait pas et qu'on se retrouve effectivement dans une situation d'urgence, on n'a vraiment nulle part où aller. Voilà, je prends l'exemple d'un retraité qui peut-être toute sa vie a eu à travailler. Il gagnait peut-être bien sa vie ou il vivait au-dessus de ses moyens, chose qu'on a déconseillé à nos internautes la semaine dernière dans nos échanges. S'il vit au-dessus de ses moyens et donc il ne constitue pas d'épargne, pendant sa retraite, il va vivre, il va vraiment galérer en fait. Il va vraiment galérer. Le revenu va systématiquement changer. Le niveau de vie va donc baisser. Et s'il n'a pas d'autres sources de revenus à ce moment-là, il est clair que même ses besoins physiologiques ne seront pas satisfaits. Et par besoin physiologique, j'entends le besoin de se nourrir, se loger, se soigner, se vêtir. Donc vraiment les besoins primaires. Donc, c'est nécessaire pour tout un chacun quand on a la capacité de constituer une épargne. Voilà ce que j'avais à ajouter. D'accord, merci, Anissé. Ayeri, vous voudrais ajouter quelque chose d'autre sur ce point-là? Vas-y, s'il te plaît. Ouais, en fait, deux points très importants, c'est que l'épargne permet de se relancer. Donc, si par malheur, il est arrivé une catastrophe ou un événement assez malheureux, bah, on peut se relancer, on peut investir dans quelque chose, on peut créer notre entreprise et en fait, le niveau d'épargne qu'on a dans nos comptes bancaires est un indicateur aussi du niveau de risk rating, par exemple. Hein. C'est-à-dire qu'on peut facilement avoir du financement quand pendant 10 ans, 5 ans, on s'est construit une épargne par rapport à celui qui a peut-être la même connaissance que nous, la même idée de business que nous, mais qui a un niveau de risk rating assez élevé simplement parce qu'il est indiscipliné financièrement. Et le deuxième point, c'est que l'épargne aussi euh, est un indicateur aussi de la discipline financière. C'est-à-dire que celui qui a réussi à construire une épargne pendant un bon bout de temps, lorsqu'il avait un revenu euh, mensuel régulier, cette personne-là a acquis en même temps des compétences de discipline financière au niveau caractériel, comportemental, un certain comportement financier. Ça voudrait dire qu'elle pourrait se relever plus facilement que que la personne qui n'a pas développé une épargne. Elle aurait beaucoup plus de problèmes sans argent, vu que déjà avec de l'argent, elle n'a pas pu construire une épargne. Donc, sans revenu régulier, je pense qu'elle aurait beaucoup de difficultés pour se relever parce qu'elle n'a pas appris la discipline financière. D'accord, merci. J'ai apprécié que tu aies parlé un peu d'emprunt et tout. On va parler de ça dans la prochaine section. Mais bien avant de finir cette section sur les épargnes, quand vous parlez, il y a un scénario qui est venu en tête. Je vais poser ça à Ousmane pour qu'il puisse nous donner un élément de réponse par rapport à ça. Alors, j'imagine, par exemple, un jeune Ivoirien ou bien quelqu'un qui travaille, comme tout le monde peut-être, fait les 40 heures par semaine et tout. Mais par rapport à son salaire, ce qu'il perçoit, il voit qu'il ne peut vraiment pas du tout épargner.
tu dois payer ton loyer, l'électricité, l'eau, tu vas aider la famille, toutes ces dépenses. Tu vois que tu n'arrives pas à épargner. Quelle est ta attitude, quel genre de conseil tu peux donner à telle personne? Est-ce qu'il faut chercher ailleurs? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce on connaît les dangers de ne pas pouvoir épargner. Pour une personne déjà qui n'arrive pas à épargner avec son salaire actuel, soit il réduit son niveau de vie ou il cherche un nouveau travail pour avoir plus. Je pense que c'est peut-être ça la solution. Peut-être va essayer de couper dans ses dépenses actuelles. Tu as dit que ça ne sera pas possible de couper dans les dépenses. Oui, imagine. Je pense que ce sera mieux de chercher un nouveau travail pour augmenter ses revenus parce qu'il n'y a que ces deux paramètres. Soit tu augmentes tes revenus, soit tu diminues ton niveau de vie. Donc, à mon avis, c'est la solution auquel je pense. D'accord, merci. Quelqu'un a quelque chose à dire sur ça avant qu'on avance? Moi, en fait, je suis un peu sceptique, désolé, Anissé, du fait qu'on ne puisse pas réduire les dépenses, en fait. Je pense qu'il y a toujours un moyen de hiérarchiser les choses et puis, comme Ousmane l'a dit, de supprimer certaines choses. C'est par apprentissage inconscient ou subconscient quand on pense que tout est obligatoire ou que tout est nécessaire ou tous les besoins sont à combler tout de suite. Si on fait une vraie analyse de ce dont on a réellement besoin, on peut toujours trouver un endroit où on supprime la dépense. Effectivement, ça va modifier notre comportement. Peut-être que ça va rendre la vie plus dure. En tout cas, ça va créer une nouveauté en fait dans notre manière de fonctionner. Mais c'est toujours important pour créer une épargne de modifier son style de vie et donc de s'adapter à notre niveau de revenu. Donc, je pense qu'il y a moyen en fait si on pousse un peu loin nos réflexions. D'accord, merci. Oui, Anissé, tu voulais dire quelque chose? Oui, en fait, je partais dans le même sens qu'Ayeri. C'est tout à fait ça, hein. C'est que, quelle que soit la situation, il y a nécessité de constituer une épargne. Maintenant, est-ce qu'on peut effectivement constituer une épargne? La question reste posée. Mais il faut effectivement voir ses revenus, connaître ses dépenses, les lister et toutefois les arbitrer. Arbitrer, c'est un peu ce qu'il expliquait en disant que est-ce que cette dépense est nécessaire aujourd'hui? Est-ce qu'elle ne serait pas mieux plus tard? Est-ce que le loyer que je paye aujourd'hui, je ne pourrais pas trouver un loyer plus faible compte tenu de mon revenu? Est-ce que je suis obligé de m'offrir peut-être aujourd'hui un poulet alors que je peux manger un plat qui me coûte peut-être beaucoup moins? Voilà en fait plusieurs moyens qu'on a d'arbitrer sur nos dépenses. Et c'est vraiment à ce niveau-là qu'on parle de rigueur, de discipline financière. Si ce n'est pas maîtrisé, ce n'est pas quand on aura de grands revenus, des millions ou des milliards, qu'on va peut-être se dire qu'on est riche et notre argent ne finira pas. Donc, comment est-ce que je gère mon revenu que j'ai aujourd'hui, que j'ai 50 000 francs, que j'ai 100 000 francs? J'identifie mes postes de dépenses et j'essaie sur chaque poste de dépenses en fonction du poids que ça représente dans mon portefeuille, de trouver des stratégies, des voies et moyens pour baisser en fait ces dépenses-là, quitte à ce que je me fasse violence aujourd'hui, mais pour assurer un meilleur lendemain. Voilà. D'accord, merci. Et pour arriver à ça, je vais conseiller à une personne qui a des difficultés de regarder la première partie. Il y a beaucoup de techniques et de trucs dont on a parlé là-bas. Voilà, donc nous allons parler des emprunts maintenant. Voilà, la dernière fois, Cissé a parlé, Ousmane, Ousmane, je l'appelle aussi Cissé, si je dis Ayeri, je peux dire Méchac, c'est la même personne. Donc, Ousmane a parlé beaucoup d'emprunts. Est-ce que tu pourrais nous définir c'est quoi un emprunt pour une personne lambda? Un emprunt, c'est aller chez une institution financière ou chez quelqu'un d'autre pour lui prendre de l'argent dans le but de lui redonner après, avec peut-être des intérêts après. Simplement, je pense que c'est ça. Ouais. Avec toujours des intérêts, enfin. Ouais. Si Non, mais. auprès d'institutions financières. Ouais, institution financière, c'est vrai, mais j'ai La, regardé la un banque documentaire. islamique vous dira le contraire. Oui, exactement. La banque Ouais, islamique, par exemple, il n'y en a pas. Puis les Chinois aussi, ils font ça entre communautés. Après, Oui, puis tu payes pas. effectivement. Je ne sais C'est pas, très mais est-ce que intéressant. vous avez des nouvelles de ce qui Ok, se fait écoutez. au pays, en fait, vu qu'on veut cadrer un peu le débat, on parle Ouais, pour les Ivoiriens. ouais c'est vrai. Tu as raison.
Pas d'intérêt, ça fait intérêt à 0%. Tout le monde est d'accord. L'intérêt de moins 1% aussi, mais donc pour la discussion, c'est quoi? On a parlé de bons et de mauvais emprunts. C'est dans quel cas on parle de bons, que c'est bon, il faut encourager ça. C'est dans quel cas il faut vraiment décourager ça. Est-ce que vous pouvez vous étaler un peu là-dessus? Voilà, Ayeri, est-ce que tu peux commencer ça? D'accord. Enfin, moi, je vais commencer par exemple par le découragement de certains types d'emprunts. Je pense qu'il faudrait justement emprunter, c'est important, mais emprunter des, enfin, des montants qui ne vont pas, dont le remboursement ne va pas impacter notre fonds de roulement. Parce que nous sommes des hommes et nous avons peut-être des familles, nous avons besoin de vivre. Nous avons besoin, quand je dis de vivre, je ne parle pas forcément de divertissement, je parle de la base, du fonds de roulement, des courses alimentaires, de se vêtir, d'investir dans notre éducation, dans nos formations. Il y a des choses qui font vraiment office de nécessité et d'urgence dans nos vies. Donc, lorsque ton emprunt est basé, par exemple, sur un business dont les contours ne sont pas bien définis, dont le périmètre est assez menacé par la conjoncture macroéconomique, par exemple, et que tu dois rembourser à partir de montants assez élevés qui ont un poids suffisamment grand dans ton revenu. Je vais prendre par exemple le cas de l'immobilier. Beaucoup de personnes se ruent vers l'immobilier. Attention, je ne suis pas en train de décourager l'immobilier, mais si tu veux payer une maison que tu vas rembourser sur 15 ans, sur 20 ans, avec plus de la moitié de ton salaire par mois, sachant que finalement, avec la moitié qui reste, tu ne peux pas investir dans d'autres business qui te seront tout de suite rentables, alors que l'immobilier te sera rentable peut-être dans 20 ans. Et que tu ne peux pas te développer d'autres activités qui vont te permettre d'accroître ton revenu, alors en ce moment, cet investissement-là, il est mauvais. Et l'emprunt aussi va te suivre parce que tu ne peux plus comment dire, te retirer. C'est un engagement que tu as pris envers la banque. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment étudier ses capacités de roulement, de financement, de remboursement avant de se lancer dans de gros emprunts. Après, c'est des business qui sont très rentables pour ceux qui peuvent rembourser, par exemple, à hauteur de moins du tiers de leur salaire ou moins du quart de leur salaire. Voilà. Donc, il y a des emprunts qui ne sont pas du tout rentables. Quand on est trop utopiste, on peut se faire avoir et ça, c'est dangereux. D'accord. Avant que les autres ne répondent, Ayeri a mentionné quelque chose que je voulais qu'on définisse un peu pour ceux qui n'ont vraiment pas, ne connaissent pas les contours et tout. Je pense que Ayeri pourrait être aussi bien, quand on appelle ça, Anissé pourrait être bien placé pour expliquer ça aussi. Tu as parlé des prêts immobiliers, en fait. De quoi s'agit-il et puis comment ça marche de façon terre à terre, quoi. Imagine que tu expliques ça à ton petit frère de CM2. Bon, ben, vous me balancez. Le banquier a parlé et vous me ramenez sa question. C'est très difficile de répondre après un banquier. Bon, d'accord. Si vous me permettez, je viens à la première question et ensuite je donnerai un avis sur la question de l'emprunt immobilier. Ça marche. Donc, déjà pour l'emprunt, faut dire que l'emprunt, c'est le mécanisme selon lequel on part vers une personne tierce. Ça peut être une personne morale ou une personne physique, bien sûr. Donc, pour acquérir, sinon récupérer, prendre des ressources pour répondre à un besoin qu'on a. Donc, le simple fait d'aller vers Eman, le modérateur, pour dire, excuse-moi, peux-tu me prêter de l'argent parce que j'ai tel besoin, ça, je suis en train d'emprunter. C'est vrai que dans notre cadre, dans notre discussion, on est beaucoup plus axé en fait sur des personnes qui ont un travail, donc un revenu et qui tout de suite vont vers les banques. Mais il y a également parmi nos internautes, je dirais même beaucoup plus de nos internautes sont des gens du secteur informel qui ont de petites économies au jour le jour, qui n'ont pas cette facilité-là aujourd'hui d'aller vers la banque emprunter. Donc, pour pouvoir emprunter, il y a des conditions. Donc, j'aimerais déjà pouvoir rappeler ces conditions-là, puisqu'on emprunte. Si on doit emprunter auprès d'une institution spécialisée, qui sont les banques, les microfinances et d'autres fonds, bien sûr, il faut
pouvoir loger en fait ses revenus là-bas. En tout cas, pour la plupart, c'est l'une des conditions primaires. C'est l'une des conditions primaires. Donc, pour quelqu'un qui est dans l'informel, il faut donc avoir cette culture bancaire. On a un pays où, du moins, notre Afrique est moins bancarisée. C'est un peu déplorable. Mais bon, le tissu financier est en train de vraiment s'élargir avec différentes offres. Donc, on espère que les gens vont tendre vers ça. Maintenant, une fois qu'on est bancarisé ou on a au moins cette capacité d'épargner dans une structure de finance, donc soit une microfinance ou une banque, et qu'on a besoin d'emprunter, effectivement, on part vers elle. Mais est-ce que c'est toujours nécessaire d'emprunter? Est-ce que c'est toujours nécessaire d'emprunter? Là encore est la question. On emprunte. Moi, je vais dire qu'il faut emprunter pour répondre à un besoin précis. Il y a ce qu'on appelle, pour ceux qui ont fait de la gestion, l'analyse et choix d'investissement et choix de financement. Donc, quel est le besoin que tu as, le projet que tu souhaites financer? Est-ce que c'est un projet de consommation? Est-ce que c'est un projet d'investissement? Ou c'est un besoin ponctuel dû à un aléa que je souhaite financer? Donc, une fois que ce besoin-là est identifié et qu'il est clairement spécifié, j'ai plus ou moins le montant, sinon le budget que cela demande. Parce que certaines personnes ont besoin de 10 000, elles vont aller emprunter 100 000. Donc, il faut connaître exactement son besoin. Et en fonction de ça, quand ces paramètres-là sont connus, je me rapproche en fait de l'institution avec laquelle je travaille, soit la microfinance, on a Cofina qui est un acteur ivoirien très présent et dans d'autres pays aussi, voilà, ou d'une banque ou quelqu'un comme ça, où je spécifie mon besoin, j'ai des conseillers qui m'accompagnent, ils vont vous expliquer les questions de taux d'intérêt, puisque l'emprunt n'est pas sans risque. L'emprunt est adossé donc à un remboursement et ça a un coût, c'est l'intérêt. Ils vont vous l'expliquer. Mais quand vous avez maintenant votre emprunt qui correspond à votre besoin, effectivement, vous faites face à ce besoin-là. Pour en venir maintenant à la question au point cité par Ayeri, notamment l'immobilier. Donc, les banques aujourd'hui offrent plusieurs types de prêts. Sinon, les emprunteurs ont la capacité de faire face à... Il y a plusieurs offres en fait sur le marché. Il y a des offres sur le court terme, il y a des offres sur le long terme. Et très souvent, l'emprunt immobilier est un emprunt sur le long terme. C'est un emprunt sur le long terme. Donc, c'est pour de gros montants, bien sûr. Et c'est aussi adossé parfois à des conditions je vais citer par exemple tout ce que vous allez apporter peut-être comme gage ou comme preuve surtout de votre capacité de remboursement. Mais tout ça, en fait, après avoir étudié donc par la technique bancaire, après avoir étudié votre capacité de le faire, ils vont vous mettre à disposition le montant. Mais il faut retenir juste que le prêt immobilier, c'est un prêt qui est constitué sur du long terme, à la différence du prêt à la consommation ou d'un prêt ponctuel. Et dans tous les cas, il y a ce qu'on appelle la quotité cessible qui est calculée par le banquier qui permet de voir votre capacité à rembourser. Voilà, merci. Merci pour ce cours magistral. Hein? Merci, excusez-moi. C'est vraiment un plaisir à t'écouter. J'aurais peut-être besoin de beaucoup de conseils auprès de toi aussi après cela. En fait, l'objectif aussi de ce point, j'ai mis l'accent là-dessus pour nous dire aussi que c'est quelque chose qui est, comment on appelle ça, disponible. Il y a des gens qui veulent peut-être économiser et tout pendant des années, sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, avant de pouvoir construire. Mais c'est un truc qui est disponible si tu ne connais pas. Tu peux aller, on te perçoit par une somme par mois sur ton salaire et puis tu vas peut-être soit acheter une maison mieux construite et tu vas rembourser avec des intérêts, mais ça pourrait être utile. Ça pourrait être aussi utilisé pour un business en fait. Donc, quand on prend un prêt immobilier, ce n'est pas seulement pour y vivre. Tu peux faire ça et puis commencer à construire des immeubles que tu vas mettre en location. Du coup, le prix, enfin, ce que tu perçois par mois pourrait, comment on appelle ça, couvrir même rembourser le crédit. Voilà, pourrait rembourser le crédit et avoir même, comment on appelle ça, un bénéfice là-dessus. Donc, c'est une manière de faire même un business. Mais ça peut être aussi personnellement ou bien ça peut être mix, où tu construis un immeuble ou truc, tu prends une partie, tu mets l'autre en truc. Donc, c'est vraiment utile. Il faut vraiment savoir que ce sont des outils qui sont à côté pour nous créer des revenus ou bien pour nous construire notre vie et tout. Par rapport aux emprunts,
Cissé, est-ce que tu voudrais dire quelque chose avant que je n'oriente la conversation sur une partie Oui, j'aimerais ajouter un point. En fait, si vous voulez emprunter, je pense que le but, c'est de ne pas s'appauvrir, surtout. Donc, si vous voulez emprunter, il faut s'assurer que vous pourrez payer dans l'avenir et que le taux d'intérêt aussi vous convient et que votre revenu actuel aussi vous permettra de payer au fur et à mesure avec les échéances que vous avez décidées. Ça, c'est très important. Parce que si tu empruntes pour t'appauvrir, c'est comme tu vas devoir emprunter encore, tu vas encore être plus pauvre, c'est ce que je veux dire en fait. Puis un autre point aussi serait, il faut emprunter dans le but de savoir que dans l'avenir, ça va produire de la richesse pour toi, des actifs pour toi. Ça, c'est très important. Ouais. Donc, c'est un peu ce sur quoi je voudrais qu'on se focalise. C'est quoi la différence? Moi, j'essaie de mettre ça terre à terre. C'est quoi la différence entre actif et puis un passif? Et puis, en même temps, on peut aussi parler d'envie et de besoin, des envies et des besoins. Et est-ce qu'il faut emprunter pour des passifs ou pour des actifs, les trucs comme ça? Et oui, on peut emprunter pour des passifs comme l'immobilier, comme Ariel l'a expliqué. Ben, on ne peut pas cotiser pendant les 5 ans pour acheter une maison. Donc, tu peux t'acheter une maison avec une hypothèque, puis tu vas payer au fur et à mesure. Ça, c'est un actif, un cas d'emprunt avec actif, oui. Je pense que oui, on peut le faire, de mon point de vue. Moi, Toujours. Un actif, c'est quoi un passif? Ah, pour que je peux le définir, bon, bah, un actif, c'est ce qui génère de l'argent, qui peut générer de l'argent. Bah, ce qui fait rentrer l'argent dans ta poche, terre à terre. Puis un passif, c'est ce qui fait sortir de l'argent. Bah, les dépenses, en gros. D'accord, Bah, merci. c'est ce que je sais. Ouais. Bah, peut-être les financiers les pourront dire un peu plus technique. je veux plus parler de revenus actifs et revenus passifs et D'accord, merci. OK. laisser Anissé développer en long et en large comme il nous l'a fait, faire un masterclass sur les actifs et les passifs. Alors, moi, je veux juste parler de revenus actifs et revenus passifs. Donc, on est dans les cas de revenus, dans les deux cas. OK. J'aimerais justement inviter ceux aussi qui nous suivent à taper juste sur Internet et à faire des recherches là-dessus. Ça va nous permettre aussi de concentrer notre énergie sur les choses les plus importantes en termes d'intelligence financière. Le revenu actif, c'est le revenu pour lequel justement on fournit une certaine quantité de travail, mais sans que, enfin, c'est pareil pour le revenu passif, mais on verra la différence tout de suite. On fournit une certaine quantité de travail, mais qui est rémunéré en fonction de la quantité de travail qu'on fournit. C'est-à-dire que moi, je fais par exemple la data science et si je suis payé au jour ou en fonction de ce que j'apporte à mon entreprise, c'est en fonction de mes résultats que je suis payé, que j'ai un salaire. C'est pareil pour Cissé, Ousmane, quand il va développer des logiciels ou des solutions informatiques, c'est pareil aussi pour Anissé. Donc ça, notre salaire et tout ce qui découle des efforts que nous menons, c'est le revenu actif. Donc, ce que je fais en général, c'est que j'investis en fait mon argent, mon propre argent, dans mon développement de compétences en termes de revenus actifs, donc tout ce qui pourrait me faire gagner un revenu actif. Maintenant, en dehors de cela, lorsque j'ai du temps libre ou que j'ai, oui, du temps libre, par exemple les week-ends, là, je vais investir maintenant dans le revenu passif. Le revenu passif, c'est quelque chose dans lequel qui te fait gagner de l'argent sans que tu ne sois obligé tout de suite de fournir un effort. Ça peut prendre du temps. Un exemple simple, c'est l'écriture d'un livre, par exemple. Donc, je disais qu'on fournit un effort, ça prend du temps, on écrit le livre, on développe certaines compétences, mais une fois qu'on a écrit, on n'est plus obligé de faire quoi que ce soit. On fait du marketing, c'est vrai, mais après, c'est peut-être que si ça a réussi, ben, c'est des gens qui vont le vendre pour nous, de bouche à oreille. Et de jour comme de nuit, il y a de l'argent qui rentre dans notre compte juste parce qu'on a déjà fini le travail. Donc, il y a plusieurs sortes en fait de revenus passifs qui existent et il y a des sites qui les listent. Et donc, c'est important d'aller regarder en quoi, les talents qu'on a qu'on a développés de manière personnelle peuvent nous aider pour investir dans les revenus passifs. Ça prend du temps pour se construire, mais ce sont de très bonnes sources de revenus. Et ça, c'est très important, en fait, pour celui qui veut. Si on regarde tous ceux qui ont
qui ont atteint un certain niveau de richesse, c'est très souvent dans les revenus passifs, en fait. Ils ne sont pas obligés de fournir de l'effort pour avoir de l'argent. Comme quand tu développes une solution informatique, par exemple, je ne sais pas, ou bien quand tu as un site Internet qui fait de la pub, c'est fini. Tu n'es pas Quand tu obligé d'être... investis aussi. Oui, tu investis, effectivement. C'est pour ça que j'ai dit ça prend du temps. Et donc, il faut le faire quand tu as du temps libre. Donc, mais après, quand tu as mis ton dispositif en place, tu n'es plus obligé d'être présent H24 pour générer du revenu. Et donc, les revenus passifs, c'est très important. Ceux qui n'ont pas d'idée peuvent regarder sur Internet. Il y a plusieurs solutions qui existent. Oui, c'est vrai. Merci Il de y a nous aussi les taux d'intérêt d'épargne aussi qu'on peut considérer comme revenu passé. Mais la question, je ne savais pas de quoi on parlait exactement. C'était... On parlait d'actifs et de passifs. Oui, mais En est-ce fait, que c'était vraiment revenu passif, revenu actif ou simplement passif actif? Là, c'est ça ma question. c'était simplement passif et actif, mais Ayeri a pensé que c'était beaucoup plus utile pour les gens d'aller faire la OK. recherche et de parler de faire cette différence. Merci d'apporter ce truc. On n'avait pas En prévu ça. fait, j'ai fait la passe à Anissé aussi. Hein. Donc, voilà, la question n'a pas été négligée. Elle sera répondue tout de suite. Masterclass. C'est pas grave. Merci. On va avancer. Donc, Anissé, est-ce que tu voudrais parler un peu? C'est juste pour faire la différence, pas forcément pour passer trop de temps là-dessus, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que notre audience actuellement, il peut y avoir des gens plus jeunes et tout qui n'ont aucune idée. Voilà. Donc, c'est un peu ça. D'accord, ok, merci. Merci. Excusez-moi, tout à l'heure, j'avais perdu en fait ma connexion. Pas de Donc, souci. pour répondre en fait à votre question, la différence entre actif et passif, ça rejoint plus ou moins ce que Ousmane avait cité. Donc, d'un point de vue comptable, un actif, en fait, c'est un bien qu'on a. C'est un bien qu'on a. Ça peut être une machine, ça peut être un immeuble, ça peut être une marchandise que j'ai. Ça peut être aussi mon argent que j'ai, donc la ressource que je dispose. Donc, un bien que je contrôle, en fait. D'un point de vue comptable, on définit l'actif comme un bien qu'on a en sa possession et dont on a le contrôle. Alors que le passif est assimilé en fait à une ressource qui naît en fait d'une obligation, sinon qui génère une obligation vis-à-vis d'une certaine personne. Je suis Anissé, j'ai emprunté de l'argent à la banque. Aujourd'hui, j'ai une obligation de rembourser. Donc, si présentement je dois faire un bilan de ma personne, peut-être que cet argent m'a aidé à m'acheter un ordinateur. En actif, j'ai un ordinateur, j'ai un téléphone, mais dans mon passif, donc j'ai une dette envers la banque d'un montant X. Et donc, c'est ça le passif et l'actif d'un point de vue comptable. Effectivement, je rejoins aussi, sinon je fais le lien directement avec Ayeri, qui parlait, je suis sûr que dans notre échange surtout, ce qui intéresse, ce n'est pas la définition comptable des thèmes actifs et passifs, mais plutôt les investissements actifs ou passifs ou encore les revenus qui peuvent en sortir, donc revenus actifs et revenus passifs. Donc, c'est comme il le disait tout à l'heure, la différence se fait par rapport au niveau d'implication. C'est le niveau d'implication dans l'investissement donc qui va générer le revenu qui permet de dire si un investissement il est actif ou il est passif. Je suis très actif dans telle activité. Je m'implique dans la gestion. J'ai fait un investissement que je suis au quotidien. Donc, je mène toutes les activités qu'il faut pour que cet investissement-là soit prospère. En fait, je suis au quotidien dans la gestion. Si je ne travaille pas, l'investissement ne donnera pas de revenus. Cet investissement-là, il est appelé investissement actif. Il demande en fait que je sois présent, que je mette vraiment de mon temps, de mon énergie, de mes ressources également. À l'inverse, il y a cet investissement aussi ou ces revenus passifs qui viennent d'investissements passifs. Passif, c'est du point de vue de ma personne, mais ça peut être actif du point de vue de quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai mon capital. Ayeri a une société. Je sais qu'Ayeri, c'est son domaine de compétence. Il le fait très bien. En tout cas, il sait très bien gérer. Ayeri a besoin de financement. J'apporte mon capital à Ayeri. Je dis à Ayeri, voici, je te donne mon argent. Moi, je ne suis pas intéressé par la gestion. Gère comme tu veux, mais j'ai besoin de revenus. Du coup, je lui ai confié, je lui ai transmis en fait le risque de la gestion. Le risque économique est à Ayeri. Moi, tout ce que j'attends, c'est mes revenus. Donc, au titre des revenus passifs, on peut citer donc les investissements des
actionnaires, quelqu'un qui décide de prendre part à un capital d'une société. Mais il y a également ce que Ayeri citait tout à l'heure comme le marketing digital qui se fait de plus en plus présent. Effectivement, on pourra peut-être en parler, mais bon. Il y a tous ces systèmes-là qui sont mis en place et qui permettent en fait de confier, de transférer surtout le risque de gestion à une personne tierce, une personne physique ou une personne morale qui détient les capacités suffisantes pour gérer l'investissement. Donc, voilà un peu la différence que je faisais. Merci. Merci beaucoup, Anissé. Très enrichissant. Juste, OK, juste rajouter un petit point au niveau lexique. J'allais dire plutôt l'effort de gestion, en fait, parce que tu ne fais pas d'effort, en fait, pour gérer, mais tu subis les risques. Parce que dans le cas d'entreprise, tu prends les dividendes, c'est vrai, mais s'il y a un risque de gestion, tout le monde subit le risque. Les dividendes baissent quand l'entreprise ne génère pas assez de revenus. C'est juste petite clarification. Tout à fait. merci pour la précision. Voilà, nous allons passer à notre troisième grande partie. Je crois que c'est ce qui intéresse la majorité aussi, la génération de revenus. Voilà, tout le monde veut se faire beaucoup plus d'argent et tout. On veut les secrets, même si nous ne sommes pas forcément des gourous et tout. On va parler en général de. J'espère que ça sera vraiment utile à tout le monde. Mais pour aiguiser un peu l'appétit, je vais commencer par une question beaucoup plus personnelle pour nos panélistes. Voilà. Je vais prendre ce cas parce que je sais que nos internautes sont de façon variée, ils ne sont pas forcément des salariés et tout, mais nos panélistes sont des salariés. Mais c'est parce que c'est le moyen le plus standard pour ça. Donc, la question, c'est est-ce qu'on peut atteindre l'autosuffisance financière avec notre salaire seulement? Voilà, par autosuffisance financière, je parle de pouvoir, par exemple, avoir ce fonds de trucs dont Ayeri a parlé, la d'urgence, par exemple, de 12 mois avec ton salaire seulement. Et puis, par exemple, pouvoir préparer sa retraite, vivre la vie qu'on souhaite. Le type de life, ça, si tu veux un jet privé, je ne sais pas trop, si tu veux te construire une villa, tous ces trucs. Est-ce que personnellement, c'est possible? Et puis, est-ce que vous avez une idée même de ce que ça veut dire l'autosuffisance financière pour vous? Est-ce que ça veut dire combien en termes de combien combien il faut avoir en banque ou bien en termes d'actifs pour qu'on puisse parler d'autosuffisance financière? Voilà. Qui veut commencer? Bon, moi, je vais commencer, mais brièvement. Comme ça laisse le temps aux autres de parler beaucoup. Voilà. Autosuffisance, oui, hein, ça dépend du salaire. Un Tidiane Thiam ou un Didier Drogba peut suffisamment vivre de son salaire simplement sans chercher à faire du business. Voilà. Par contre, on parle aussi d'indépendance financière et de liberté financière. Voilà. Donc, pour arriver au niveau de liberté financière, à moins que tu ne fasses partie des 0,5% de la population qui ont un salaire suffisamment élevé, et ce n'est pas le cas pour la majorité des personnes qui nous écoutent, sinon pour toutes les personnes qui nous écoutent, parce que ceux qui ont cet argent-là ne sont pas en ce moment sur Facebook en train de nous suivre. Je caricature un peu, mais voilà. Donc, non, ce n'est pas possible en fait. Juste avec le salaire, ce n'est pas possible. Il faut chercher voilà, d'autres sources de revenus, dont les revenus passifs dont je parlais. Et voilà, donc je laisse la parole. Moi, je ne suis pas totalement d'accord. Je pense que c'est possible. Je pense aussi la définition de l'autosuffisance financière, je pense que peut-être c'est un peu relatif là, mais d'après ce que j'ai lu, une personne qui est autosuffisante financièrement, c'est quelqu'un qui arrive à subvenir à ses besoins, payer son loyer, se nourrir, se soigner, puis qui a une forme, comment on appelle ça? Un fonds d'urgence de 6 mois et qui est capable de payer ses dettes. Genre, qui n'a pas de dette, mais qui est capable aussi de payer sa carte de crédit pendant l'année, par exemple. C'est ce que j'ai vu comme définition de autosuffisance. Je pense que pour un salarié, c'est totalement possible. Pour quelqu'un qui fait de l'épargne, je pense que c'est totalement possible. Supposons si tu mets 30% de ton salaire, par exemple, en épargne, je pense qu'au bout de peut-être 1 an, ça va te permettre d'avoir ton fonds d'urgence. Et l'argent, quand on utilise la méthode 50-30-20, on va dire, les 50% vont te permettre de payer tes besoins, on va dire le loyer, la nourriture et tout ça, te soigner et tout ça. Puis les 30% qui restent là, je pense que tu pourrais utiliser ça pour avoir du plaisir. Donc,
pour moi, je pense que c'est totalement possible d'être autosuffisant avec son salaire. Bah, à moins d'être beaucoup discipliné avec son salaire, puis je pense que c'est totalement possible. Est-ce qu'il y a En fait, Autosuffisance aussi, ça ne veut pas dire être riche. Je pense que c'est différent Herman, aussi. Ouais. ou bien si c'est Ousmane, je pense qu'on dit la même chose, non? Ou bien parce que je ne vois pas les différences, en fait. En fait, tu as dit que ce n'est pas Parce que tu as possible. commencé par dire que tu n'es pas d'accord. Ah non, j'ai dit ce qui n'est pas possible, c'est la liberté financière parce que Oh, je suis désolé. j'ai Ouais, l'impression que c'est- Herman, en fait, voulait justement parler d'indépendance et de liberté financière, en fait. Donc, j'ai OK. reformulé la question. J'ai dit autosuffisance. Oui, tout de suite, c'est possible. Par contre, atteindre la liberté financière où tu as le droit de te prendre un jet ou voilà, faire ce que tu as envie de faire ou voyager comme tu veux. Ça, par contre, voilà, c'est coincé. Mais autosuffisance, tout de suite, c'est possible, en fait. J'ai Ah, OK, commencé par dire. désolé, je t'ai pas bien compris. Mais D'accord, liberté merci. financière non plus, je pense, c'est une question de comment chacun définit son lifestyle. Est-ce que tout le monde veut monter dans un jet privé? Je suis pas sûr. Peut-être pour certains, la liberté financière, c'est peut-être avoir un salaire là, et puis vivre décemment. Mais je D'accord, pense que c'est une exactement. question qui est assez relative. Ouais. Exactement, voilà pourquoi je voulais personnaliser. C'est vrai que le thème autosuffisance, c'est pas forcément le meilleur thème dans ce sens. Voilà pourquoi j'ai essayé d'expliquer un peu, donc on parlerait peut-être d'indépendance financière, genre après ta retraite, par exemple, et tout. Et il faut qu'on soit un peu réaliste, hein. Nous sommes en Côte d'Ivoire, on peut être en Côte d'Ivoire, quelqu'un est payé à 200 000 francs. Tu arrives à peine à payer, comment on appelle ça, tout ce que tu dois payer et tout. Tu peux même pas, bon, même si tu épargnes 30% de 200 000 francs, ça fait combien? Tu vois? Et à la fin, quand tu prends ta retraite, soit à 60 ans, bien, je ne sais pas, à 65 ans, est-ce que tu vas pouvoir toujours couvrir tes trucs, tes soins médicaux et tous ces trucs, prendre soin de tes enfants et tous les trucs qu'il faut? Donc, c'est un peu au-delà de l'autosuffisance plutôt que actuellement et tout, mais c'est encore plus qu'on appelle ça l'indépendance financière. Et je voulais que la question soit beaucoup plus personnalisée. Est-ce que vous regardez actuellement, est-ce que c'est possible de pouvoir vivre la vie, le lifestyle que tu veux? Si Moi, tu as... définitivement. Définitivement, oui. Et je peux continuer. Bah, en fait, et les 20% qu'on met de côté, je pense que c'est des calculs qui sont faits pour que tu puisses vivre normalement à la retraite. Donc, je pense que dans mon cas, c'est totalement possible. Oui. D'accord, ça marche. Ouais. Bah, Bienvenue. je parle de moi, mais je ne connais pas tout le monde. Ouais. Peut-être Ayeri, il a besoin d'un jet privé, je ne sais pas. Mais C'est moi, un non. Hein. riche. Je Non, prends un mais transport pas commun. vraiment en fait. Je pense que oui, c'est possible aussi. Parce que bon, en fin de compte, peut-être définissons ce qu'on appelle autosuffisance, ce qu'on appelle indépendance, ce qu'on appelle liberté financière. Voilà. Moi, je pense que je n'ai pas atteint ma liberté financière, vraiment, honnêtement. Je suis autosuffisant avec ce que je gagne comme revenu par mois. Maintenant, indépendance financière, ce serait plutôt justement euh, arriver à vivre normalement, décemment, sans dépendre, par exemple, de ce travail que j'ai. Je ne pense pas encore parce que, voilà, mes projets d'investissement ne sont pas encore arrivés à maturité. Voilà. Donc, je ne dirais pas que j'ai personnellement atteint mon indépendance financière, c'est en cours, mais non. Après la liberté financière, c'est un autre palier encore, parce qu'on parle vraiment de liberté, d'être libre financièrement. Je pense que c'est un niveau encore plus élevé. C'est-à-dire que tu n'as aucune contrainte, tu n'as aucune barrière, tu n'as ni travail, ni voilà, tu es libre en fait de faire ce que tu veux, d'envoyer tes enfants étudier ce qu'ils veulent. En tout cas, voilà, pour moi, c'est assez important la liberté financière en fait. Voilà. D'accord, merci. Donc, bienvenue Est-ce à qu'on Arrêt. peut vraiment, j'ai une autre question, mais est-ce qu'on peut être vraiment libre financièrement, d'après ta définition? Parce que même les Bill Gates, ils dépendent aussi des gens qui travaillent pour eux, ils dépendent de leurs dividendes, si on peut bien comprendre là. Donc, Ah dans ce non, sens, parce est-ce qu'on peut vraiment parler de liberté financière? Ce n'est oui, pas parce que non, quelqu'un est non, salarié qu'il ne peut pas être libre financièrement. Je pense pas non, mais que... ça dépend en fait. Tu vois, c'est vrai que Bill Gates dépend des dividendes de personnes qui travaillent pour eux, mais si tout de suite Microsoft tombe, en fait, son argent permet d'assurer même sa progéniture sur au moins 5 générations. Ouais, ce sont des Il y points. aura toujours des contraintes, c'est vrai, il y aura toujours des contraintes parce que voilà, on peut geler ses comptes, on a vu en politique, plusieurs choses peuvent arriver, mais toutes choses égales par ailleurs, effectivement, il y a des statuts, il y a des personnes qui peuvent prétendre être libres financièrement.
D'accord, OK. OK. C'est vraiment très passionnant, mais nous allons avancer. Bienvenue à nos deux panélistes qui devaient nous joindre en cours de chemin, Raïssa et Emma. Voilà, on a parlé de beaucoup et tout. Là, on parle on veut se focaliser sur ce qu'on appelle ça la génération de revenus. Donc, je demandais si c'était possible d'atteindre, bon, soit l'autosuffisance, après, on va parler d'indépendance et de liberté financière avec le salaire seulement. Voilà, je vais prendre, je crois, 2 interventions rapides là, sur ces 2 points avant on avance. Anissé, tu veux laisser la parole? D'accord. Ok. Je laisse la Merci. parole aux dames ou bien je dis quelque chose. Je crois que Est-ce qu'elles sont dans le bain? Bon, tu peux commencer. Je crois que ça prête. Je pense que tu peux commencer déjà à Nice et on va suivre. D'accord, ok. Bonsoir. Bonsoir Aïssa. Alors, le concept en fait d'autosuffisance financière, effectivement, est beaucoup plus petit, ou je vais dire que l'indépendance financière est beaucoup trop grand comparé à l'autosuffisance financière. Être autosuffisant financièrement suppose en fait que nos revenus personnels puissent nous permettre en fait de couvrir nos besoins. Donc, par besoin, en fonction de la pyramide de Maslow, on peut se situer. Est-ce que nous arriverons déjà à couvrir nos besoins physiologiques? Est-ce que les besoins de sécurité sont couverts? Est-ce qu'ensuite les besoins les besoins sociaux sont couverts? Peut-être après ce palier-là, on pourra parler en ce moment de la recherche de l'indépendance financière, pouvoir vraiment rechercher l'estime et tout. Donc, pour répondre à la question, pour un individu lambda qui est un travailleur avec un faible revenu, pour être réaliste, il faut savoir que le droit du travail instaure pas mal de contraintes pour l'entreprise qui obligent en fait le travailleur à préparer sa retraite. C'est un élément à prendre en compte. Donc, quelle que soit la situation, il y a la cotisation de prévoyance retraite. Dans tous les États, je pense, il y a un organisme qui en est en charge. Après, en fonction du statut de l'employé, là, je parle vraiment des employés, des personnes qui ont un statut régulier, un revenu régulier, qui travaillent dans une entreprise. Donc, pour ceux-là, effectivement, il y a aussi d'autres aspects, d'autres cotisations qui sont faites. Il y a l'assurance qu'ils peuvent mettre en place. Les assurances accompagnent pour couvrir des risques, même pour préparer aussi la retraite. Il y a des cotisations complémentaires qu'on peut mettre en place également. Ça, vraiment, c'est tout ce qui se fait souvent avec l'accompagnement de l'employeur. Après, d'un point de vue personnel, avec nos épargnes constituées, on peut, pourquoi pas, améliorer notre prévision de retraite. Donc, constituer une bonne épargne qui va nous aider en cas de retraite à être autosuffisant. Je ne parle pas d'être indépendant financièrement, mais d'être autosuffisant. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Je laisse la parole aux filles. Ce ne sont pas les filles. À Emma et Raïssa, vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on avance? En fait, par indépendance financière, moi, enfin, je comprends concrètement quelqu'un qui arrive à vivre sans forcément, on va dire, s'inquiéter de ses finances, s'inquiéter de ses dépenses, s'inquiéter de son avenir et tout ça. Et je me dis que c'est possible d'atteindre l'indépendance financière, mais ce n'est pas de la magie, ça c'est clair. Il faudrait que plusieurs actions, entreprises convergent en fait pour arriver à cette étape-là. Donc, si on veut atteindre l'indépendance financière, peut-être il faudrait se définir d'abord l'objectif de façon assez claire. Peut-être en 2025 ou bien d'ici 2030, il faudrait que je sois indépendant financièrement. Ça veut dire quoi? Que je ne vais plus uniquement dépendre de mon salaire si je suis salarié ou si je suis entrepreneur. Je ne vais pas dépendre uniquement de mon seul business qui est un peu ma vache à lait qui me rapporte tout mon argent, mais je vais peut-être essayer de diversifier mes activités. Donc, essayer de mettre mes biens dans plusieurs paniers, ne pas tout mettre dans un seul panier pour éviter les risques en fait. Et après, ça implique aussi une discipline dans le comportement même au jour le jour. Qu'est-ce que je fais comme dépenses? Et aussi s'assurer que les dépenses telles que la location de la maison, ce genre de choses, soient prises
entièrement en charge, on va dire, par les sources de revenus, en fait, pêle-mêle. Donc, pas uniquement basé sur une seule source de revenus. Donc, je dis que oui, c'est possible d'atteindre l'indépendance financière, mais tout part d'une planification assez exacte et d'une volonté, on va le dire, à réellement s'appliquer dans le comportemental, on va dire aussi dans le mindset, donc de façon mentale aussi, se mettre à 100% dans cette logique-là et puis y arriver en fait. Donc voilà un peu mon avis. Ça, c'est vraiment un très bon point. Voilà, donc nous allons rentrer, prendre un scénario. Là, je suis un élève ivoirien. Euh, je veux me faire de l'argent et tout. On parle de génération de revenus. Je veux sûrement atteindre l'autosuffisance ou bien financière dans quelques années et tous les trucs. Quels conseils me donnerais-tu pour que je puisse... Quelles sont les possibilités qui s'offrent à moi? Est-ce qu'il y a des trucs sûrs? Quelles sont d'autres opportunités? Donc, on va commencer rapidement par Emma. Les conseils pour pouvoir me générer des revenus en tant qu'un élève ivoirien, par exemple. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, à cette question, je rejoins un peu Raïssa. Pour un étudiant, si je suis un élève ou un étudiant ivoirien, je pense que déjà, il faut commencer à se donner des objectifs. Est-ce que je veux être indépendant en 2020, en 2030, en 2040, etc. Et mettre un plan d'action. Moi, personnellement, je dirais que je vais écrire mon plan d'action. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour y arriver? Donc, si je suis étudiant élève, bien sûr, je vais à l'école, j'ai des cours, j'ai des devoirs et tout. Mais les week-ends, je peux par exemple aller faire des activités qui vont me rapporter de l'argent, que je pourrais épargner en fait. Voilà, donc les week-ends, je peux faire ça. Et si après je rentre dans la vie active par les stages ou bien même par si plus tard j'ai un CDD ou un CDI, ça serait, je peux aussi épargner une partie de cet argent-là. Donc, je pense que ça pourrait aider un étudiant de commencer comme ça. Voilà, c'est un peu ce que je peux dire sur ce point. D'accord, merci. Avant de passer la parole à quelqu'un d'autre, je vais rappeler à nos internautes que vous pouvez envoyer vos questions à ce point de notre live. On va essayer de prendre, même si nous sommes en train de discuter d'un sujet, on va donner la priorité à vos questions. Voilà, donc n'hésitez pas de poser vos questions sur l'intelligence financière en général ou bien les points actuellement dont on est en train d'aborder, les questions que vous avez apportées et tout. En fait, nous savoir toutes ces questions-là, nous les attendons. Nous voulons bien répondre à ça. Voilà. OK, donc sur ce point pour un élève ou un étudiant qui voudrait encore donner d'autres solutions ou bien d'autres points pour pouvoir générer des revenus, des possibilités. Qui veut y aller? Je vais y aller. On croirait qu'on essaie de se rattraper pour le temps. Mais un point, c'est de faire d'abord une liste en fait de toutes ces dépenses, d'accord? Et de voir comment faire pour pouvoir les financer, enfin les autofinancer sans forcément demander de l'argent aux parents ou à un oncle tiers. Donc, moi, je sais qu'en avril, je vais participer à un dîner qui me coûte 50 000 francs. On est en mars, aujourd'hui le 13 mars. Dès aujourd'hui, je commence à voir quelle sorte d'activité. Si c'est parti, je sais parler une langue, est-ce que je peux aller approcher un touriste et pour la journée, il va me payer 15 000 ou 20 000 ou 30 000, je ne sais pas. Ou bien je vais plutôt aller vendre quelque chose, peut-être des poissons. Et mon objectif est clair, c'est-à-dire il faudrait qu'en avril, je puisse financer ou autofinancer à travers les activités ou les business que je vais générer. C'est pas forcément en fait de vendre ou de faire un business sur un long terme. Ça peut être des business ponctuels, ce qu'on appelle généralement les PER, projets à impact rapide. C'est un projet qui est limité dans le temps, mais qui doit nous apporter une source de revenus de façon assez ponctuelle, dont le montant est connu. Et selon ma dépense que je dois effectuer là, je fais une activité concrète. Moi, par exemple, un exemple très simple, je sais que je suis très bonne en tout ce qui est stratégie. Enfin, j'aime réfléchir pour les gens et ils aiment beaucoup ça quand je leur donne des idées.
Donc, j'appelle quelqu'un pour dire, ah, OK, ton business que tu as là, moi, j'ai beaucoup d'idées dessus. Je travaille dessus pour toi, mais j'écris ton mémoire pour toi et tu me donnes 50 000, tu me donnes 100 000 francs. La personne m'a dit, OK, parce qu'il y a des gens qui ont fait 5 ans, 10 ans, ils n'ont pas encore soutenu. Ils attendent juste quelqu'un pour les aider. Donc, avec ce que la personne m'a proposé, ça te fait 100 000 francs pour peut-être 5 jours, 6 jours de réflexion que tu vas passer à écrire son mémoire. Donc, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Chacun a sa capacité. D'autres sont bons en infographie. Je peux faire une affiche à Abidjan ici, surtout les apports Yopougon et autres. Je ne vais pas cibler de communes particulièrement, mais les gens aiment beaucoup faire les anniversaires et tout. Et on va mettre Eva, la fashion de Yopougon. Elle, par exemple, va payer 50 000 ou bien selon l'ampleur de son anniversaire qu'elle veut organiser. Ça peut être 15 000, 20 000, 30 000. Si j'ai fait au moins 5 affiches de 15 000 francs dans le mois, ça me fait 75 000. J'espère que mes calculs sont bons. Ouais. Donc, si je sais faire de l'infographie, à travers ce moyen, je peux me faire de l'argent. Il suffira juste de publier en fait sur mes pages et puis dire à mes amis de m'aider à communiquer sur le fait que je peux faire ce service précis-là pour moyennement un prix que je fixe. Et puis voilà, le tout est joué. Donc voilà un peu mon apport. D'accord, merci Raïssa. Voilà, donc Raïssa a parlé un peu, je crois qu'elle a donné des stratégies par rapport aux objectifs, par exemple, à court terme et tout, qui veut intervenir sur, par exemple, le long terme beaucoup plus. C'est vrai aussi que Emma a parlé d'avoir un plan et un plan d'action et tous les trucs. Un étudiant, un élève, je pense que, bon, je ne veux pas dire exactement, mais dans le long terme, quel est l'un des moyens les plus sûrs, en fait, pour pouvoir s'assurer que peut-être dans 10 ans, ou bien dans 2 ans, dans 5 ans, je pourrais facilement me faire de l'argent, avoir des revenus. Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant? Moi, je pense que c'est l'éducation. Vas-y. Vas-y, Emma. Désolée de t'avoir coupé. En fait, je voulais dire que sur ce point, déjà une chose en termes d'argent, il y a la perception qu'on a, il y a l'éducation qu'on a sur l'argent, et il y a aussi le fait de ne pas se presser. Il ne faut pas trop se presser pour dire, moi, je veux de l'argent rapide, je veux ça maintenant, et tout, et tout. Pour un étudiant, pour un élève, en tout cas, si je me parle plus jeune ou je parle à des étudiants ici, je crois qu'il faut être discipliné. Il faut être discipliné, se dire en fait qu'on peut y arriver. Et dans tous les cas, on va y arriver tôt ou tard. Il faut avoir déjà un esprit positif. Donc, une fois qu'on a établi son plan d'action et tout, comme Raïssa l'a suggéré, des petites activités, des services et tout ça qui peuvent te rapporter de l'argent. Et tu apprends à épargner, en fait, en tant qu'élève étudiant. Si tu commences comme ça, je pense que rapidement, tu peux avoir quelque chose dans ton compte, que ça soit Orange Money ou compte épargne ou autre. Tu peux déjà avoir une bonne base et c'est une habitude. Une fois que tu as cette habitude, plus tard, ça sera beaucoup plus facile pour avoir quelque chose sur le long terme. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire sur ce point. D'accord, merci. Ousmane? Moi, ce que je voulais dire, c'est que pour un étudiant, vraiment, dans tous les pays du monde, on n'espère pas qu'il soit autosuffisant pendant qu'il est étudiant. Donc, je pense qu'il faut plus miser sur le moyen et long terme. Et je pense que pour ça, c'est plus l'éducation. Il faut te former dans les domaines où on demande plus, où on paye plus. Et je pense que oui, ça, c'est important pour l'autosuffisance à moyen terme. D'accord, merci. J'aime vraiment ce point-là et que je vais essayer de développer un peu aussi. C'est quoi? Le plus grand actif, il y a des gens même qui assurent ça quand tu commences à travailler, ta capacité à générer, comme on appelle ça, des revenus. Je sais qu'en anglais, on appelle ça income protection. Pour dire que si tu perds ta capacité à travailler et tout, tu ne pourras plus travailler. Donc, même si on parle en termes d'actifs, source de revenus actifs, pour pouvoir générer ça, il faut, comment on appelle ça? Il faut pouvoir prendre la décision et pour mettre ton argent dans ces genres de sources de revenus. Donc, si tu ne peux plus réfléchir les trucs comme ça et tu peux réfléchir parce que tu as une certaine éducation. Donc, je pense que pour un étudiant, un élève, c'est vraiment important de pouvoir se focaliser sur son éducation. Dès à bas âge, de pouvoir commencer à acquérir des compétences qu'on va pouvoir utiliser, monnaie après. Et puis, choisir aussi son domaine d'activité et tous ces trucs. Donc, sur ça, je pense que c'est vraiment important pour qu'on se focalise là-dessus et qu'on ne soit pas forcément pressé pour les trucs à gain rapide et tout. Ça peut être vraiment mauvais. Tu peux être un Bill Gates, tu peux être, comment on appelle ça, Mac, qui a créé Facebook pendant que tu es étudiant et tout, pour pouvoir avoir un business comme ça. Ça, c'est bon, c'est utile. Mais le moyen relativement le plus certain, c'est quand tu te formes dans un domaine truc et que tu peux monnayer ou bien toi dans l'entrepreneuriat toi-même ou bien
avoir un job et trucs. Donc, moi, ce serait ce que je dirais à un étudiant bien un élève. Il y a Yeri et Anessé, je ne sais pas si vous voulez mentionner quelque chose là-dessus. Je demande toujours qu'on ait, si on a des questions, on peut envoyer ces questions, on va répondre. On dirait qu'Anissé a toujours un avis, mais bon, c'est pas bien grave. C'est une bonne chose. Alors, je partage en fait vos points de vue. Ce qu'il y a, c'est que moi, ce que je vais dire, c'est que l'élève, en tout cas jusqu'à la classe de terminale, je pense que c'est un peu comme ça dans tous les systèmes au monde. Puis on passe aux classes universitaires ou supérieures. Mais jusqu'à la classe de terminale, il n'y a pas de nécessité pour lui de rechercher une autosuffisance financière. Donc, c'est le moment en tout cas pour lui de se concentrer réellement sur l'éducation, apprendre au mieux. Et après la classe de terminale, donc dès qu'on entame le cycle universitaire, à ce niveau-là, la première décision est prise en fait. Pour certains et dans pas mal de cas dans nos pays en Afrique, c'est là que se fait le déclic, parfois juste après le BPC. Est-ce que je commence déjà à chercher de l'argent ou je poursuis les études? Mais on a au moins déjà une compétence, sinon une certaine connaissance qui peut nous permettre d'être monnayé, et d'avoir des revenus. Donc, c'est principalement la formation. Il faut miser sur la formation jusqu'au niveau à la rigueur du bac. Au-delà, c'est vraiment un choix en fonction des possibilités, bien sûr, mais aussi des capacités. Si j'en ai les capacités, que je peux poursuivre, aller rechercher une formation précise. Donc, je m'obstine à travailler peut-être pour quelqu'un. Je vais dans un domaine qui m'intéresse, que j'aime, bien sûr. J'apprends de sorte à proposer une expertise concrète qui sera demain plus valorisée. C'est ce que Ousmane essayait de dire. J'identifie donc à travers les communications avec des mentors quels sont les domaines d'avenir qui peuvent demain être payants. Aussi, au niveau universitaire, c'est aussi le moment où il faut pouvoir faire preuve du sujet dont on est en train de parler, l'intelligence financière. Il faut réunir toutes ces capacités cognitives pour trouver aussi des idées d'avoir des ressources financières, en fait. Donc, à ce niveau-là, on peut, à mon humble avis, on peut cumuler à nos études d'autres moyens ou d'autres sources de revenus. Ça peut être un job, ça peut être de proposer une compétence particulière qu'on a, ça peut être un art qu'on a et qu'on décide donc de mettre à la disposition de quelqu'un moyennant donc un revenu. Donc, pour dire qu'au niveau universitaire, on a la possibilité, on a la capacité de cumuler, de jumeler ces deux activités, générer des revenus d'un côté, mais aussi, et quand on le veut, poursuivre la formation qui demain nous aidera à, sur le long terme, pourquoi pas, devenir entrepreneur. Donc, notre connaissance qu'on aura acquise, plus la compétence qu'on a déjà et qu'on a décidé de mettre en vente, on essaie de les mettre ensemble, on met en place le projet et là, dans une vision long terme, on devient entreprise, on donne de l'emploi à beaucoup plus de gens. Donc, voici un peu comment moi j'entends en fait cette question. C'est vraiment les deux niveaux de réflexion, les points que je voulais citer. Merci. Merci. Je crois que Raïssa, nous avons une question de Fataï supérieur. Avant de passer à la question, Raïssa voudrait dire quelque chose rapidement. C'est ça? Oui, c'était juste pour souligner, vu que dans les débuts, Anissé avait dit pour un élève, ce n'est pas utile de vouloir se faire de l'argent urgemment parce qu'il faudrait d'abord qu'il suive les études. Je voudrais juste signifier qu'il y a des personnes qui n'ont pas vraiment le choix que de faire ce genre d'option-là, c'est-à-dire suivre deux élèves à la fois, aller en classe dans la journée et peut-être le soir, chercher de quoi payer leurs études ou même leur scolarité. D'autres sont orphelins, d'autres sont livrés à eux-mêmes, d'autres sont leurs propres parents. Donc, c'était juste pour souligner ce petit point en fait. Ouais. D'accord, merci pour la précision. Merci, Raïssa. Voilà, donc la question de Fataï supérieur, c'est bonsoir. Enfin, je lis son message. Bonsoir, quels sont les principes de l'épargne pour ne pas aller prendre à chaque fois que nous avons une question? Je crois que Emma voulait intervenir rapidement là-dessus avant que quelqu'un d'autre ne réponde à ça. Oui, alors Fataï, il y a tellement de livres, tellement de documents sur l'épargne et tout. Je ne vais pas t'en citer comme ça pour ne pas faire la pub. Mais
on peut pas te dire en fait qu'il y a un principe universel. Moi, je te dirais plutôt que en tout ce qui concerne l'épargne se définit généralement comme une dépense comment on va dire, qu'on on étale, enfin, on postpone, je ne sais pas comment on dit ça en français, on rétade cette dépense-là. Voilà. Donc, c'est une dépense, par exemple, tu as envie d'acheter une voiture. Je prends un exemple banal. J'ai envie d'acheter une voiture aujourd'hui. Je me dis, la voiture coûte, je ne sais pas, 5 millions. Donc, je vais épargner pour pouvoir acheter cette voiture. Je vais épargner, épargner. Mais je me mets en tête que je ne vais pas prendre cet argent-là parce que l'argent que je suis en train d'épargner, c'est pour ce but précis, c'est pour acheter cette voiture précise. Donc, je ne vais pas prendre cet argent, je vais garder. Une fois que j'aurai atteint les 5 millions, je vais aller utiliser cet argent-là pour acheter la voiture. Donc, en fait, de manière basique, l'épargne, c'est juste une dépense que tu rétades. Donc, je ne peux pas te dire en fait qu'il y a un principe universel, mais en gros, c'est ça. C'est-à-dire, tu as un objectif, tu te dis, il faut que j'atteigne cet objectif pour pouvoir avoir telle chose. Donc, c'est juste un besoin que tu rétades en fait. Donc, du coup, tu dois être juste discipliné. D'accord, merci. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Je voudrais bien ajouter, si vous me permettez. Vas-y. Donc, pour répondre à notre ami Fataï, donc l'épargne, je rejoins aussi Emma, il n'y a pas de principe universel d'épargne. C'est vraiment la rigueur personnelle qu'on a, la discipline qu'on a de s'efforcer d'épargne, de mettre de l'argent de côté et de ne pas toucher. Nos parents, avant, ils avaient souvent des boîtes ou des caisses, ils mettaient l'argent à l'intérieur, c'est fermé, je n'ouvre pas. C'est vrai qu'il arrivait des moments où ils allaient casser la caisse pour récupérer ce qu'il y avait à l'intérieur, mais bon, voilà en fait ce qui se faisait avant. Aujourd'hui, il y a les banques, les microfinances où tu as la possibilité de t'ouvrir un compte épargne. Cette épargne, elle peut être constituée de façon bloquée. Donc, tu peux faire une épargne bloquée. Tu discutes des conditions avec ta banque ou la structure financière en question pour donner l'échéance à laquelle peut-être tu souhaiterais pouvoir toucher ton épargne. Et comme disait Emma tout à l'heure, c'est une question d'objectif. Si je prévois dans 1 an, dans 2 ans, obtenir tel montant, en fonction de ça, je constitue mon épargne. Donc, cette épargne, si je la bloque par rapport à cette échéance, je mets le montant qu'il faut. Mais quand elle est bloquée, je n'ai pas la possibilité effectivement de la toucher. Il y a aussi ce qui se fait beaucoup chez nous, la tontine. C'est une épargne, on n'en parle pas. La tontine est une épargne. On est des groupes d'amis, on est des commerçants. Aujourd'hui, on a peut-être une capacité. On discute, on fait une tontine. Moi, j'ai un projet que je veux peut-être mettre en place dans 10 mois. Mais les gars, je prends ma tontine dans 10 mois. J'ai obligation de payer pour que les autres prennent. Donc là, tu as une certaine obligation. Tu ne vas pas prendre dans cet argent pour dépenser. Et il y a plusieurs mécanismes comme ça. Il y a des acteurs qui existent sur le marché qui proposent des services d'épargne. Et personnellement, si on veut tenir son épargne soi-même, il faut s'imposer une rigueur, une discipline dans la gestion de nos dépenses, dans l'administration de nos dépenses. Donc, voilà ce que j'avais à ajouter. Merci. Merci beaucoup. Voilà, on va avancer. Je crois que si tu t'assures que tes dépenses sont en dessous de tes revenus, automatiquement, tu épargnes. Ça aussi, c'est une autre technique. Oui, Ousmane veut dire quelque chose. Ton micro n'est pas est... activé. Désolé. J'aimerais ajouter un point. Je pense qu'il y a quelque chose qui est aussi important dans l'épargne, c'est l'inflation. Il faut s'assurer aussi que si un cas de taux d'intérêt, que ça soit un peu plus élevé que l'inflation. Sinon, tu perds de l'argent. Donc, il ne faut pas épargner pour perdre de l'argent. Il faut épargner pour augmenter ou conserver ce que tu as. Je pense que c'est important. Très important. Technique, mais c'est intéressant d'apprendre ça. Ça dépend de la valeur de l'argent. La valeur de l'argent diminue au fil du temps. Donc, du coup, tu avais 10 000 francs, par exemple, qui pourraient acheter un article à 10 000 francs. S'il y a l'inflation de 5%, par exemple, ça va faire, je ne sais pas, je ne vais pas faire les maths. Tes 10 000 francs ne vont pas pouvoir acheter, comme on avait ça, et le même article. Donc, si tu épargnes, il va falloir que ton épargne, ton taux d'intérêt soit au-delà de ces 5% d'inflation. Mais en Côte d'Ivoire, notre inflation est vraiment très basse, donc ce n'est vraiment pas un grand problème, mais c'est quelque chose à considérer. OK. Voilà, on a parlé des jeunes étudiants et élèves en même temps, je suppose.
Est-ce qu'on pourrait parler d'un professionnel ou bien quelqu'un qui est dans l'informel, qui a une source de revenus? On a dit que le salaire seulement pourrait ne pas nous amener à la liberté financière et tout. Quels sont les moyens que vous allez conseiller, comme on appelle ça, à quelqu'un pour pouvoir générer beaucoup plus de revenus, en fait? Je crois que Ayeri avait commencé à toucher un peu à ce sujet-là. Je ne veux pas indexer quelqu'un qui veut commencer sur ce sujet. Donc, tu m'interroges finalement. Tu es libre, hein? D'accord, d'accord. Donc, pour quelqu'un qui a une entrée régulière de revenus, donc c'est primordial pour cette personne de se constituer une bonne épargne. On a déjà parlé des différentes techniques pour pouvoir épargner. Ensuite, à partir d'un certain niveau d'épargne, il faut que cet argent-là travaille pour toi. Voilà. Pour emprunter le mot du livre qu'on a indiqué lors de la première session, L'homme le plus riche de Babylone. Donc, du coup, il faut trouver maintenant de l'investissement. Enfin, il faut trouver maintenant des sources d'investissement. Il faut regarder à l'entrepreneuriat, mais par exemple, on n'a pas besoin d'attendre à ce que notre épargne gonfle pour commencer les projets d'entrepreneuriat. Parce qu'en général, quand on parle d'entrepreneuriat, toutes les entreprises, en général, sont financées par de l'emprunt bancaire, en général. Ce qui veut dire qu'on peut commencer à penser son entreprise. Et d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse pour les entrepreneurs. Il faut vraiment avoir le temps de notre côté parce qu'il y en a qui ne sont pas du tout patients et qui font tout foirer parce que simplement, ils veulent tout de suite avoir des revenus et des bénéfices. Donc, prends le temps de penser ton projet, de penser ton investissement, de connaître justement les bonnes personnes. L'une des règles les plus importantes, même si j'avais dit la règle d'or en entrepreneuriat, c'est de savoir, par exemple, de qui t'entourer, tu vois, connaître, trouver les bons collaborateurs. Et tout ça, on peut le faire pendant que l'épargne est en train d'augmenter, en train de gonfler. Voilà. Et une fois qu'on a une épargne qui est top, on peut maintenant investir, puisque pour, pour entreprendre, il faut un apport aussi, en plus du prêt. Donc, on peut investir dans notre entreprise qui a pris le temps de bien se construire, en fait. C'est-à-dire, on a étudié le terrain, on a trouvé les bonnes personnes, etc. Et pour ceux qui en ont suffisamment, peuvent aussi regarder du côté de la bourse, du côté de la... Alors, je ne sais pas si en Afrique, le marché est assez développé. Peut-être que je me tire un peu des balles dans le pied. Ça peut ne pas être une bonne idée en Afrique. Désolé. Du coup, donc, l'entrepreneuriat, c'est un bon. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les... Ah, j'ai oublié le mot technique. Je vais essayer d'expliquer. En gros, ça permet de financer, comme Raïssa l'a dit tout de suite, si tu n'as pas d'idée d'entreprise ou tu n'as pas de, comment dire, tu n'es pas entrepreneur né, tu peux quand même investir dans les activités des autres. Tu connais forcément des personnes qui ont des entreprises, des personnes qui veulent développer des business, qui ont de bonnes visions à long terme, tout ça. Je peux te dire, hey, gars, moi j'ai pas mal de revenus, j'aimerais investir. Quelles sont les conditions pour pouvoir investir dans ton business? Et si c'est bon, voilà, tu te lances. Donc, dans tous les cas, l'épargne n'est pas faite que pour l'épargne. Sinon, ça ne servira à rien. Sinon, on ne parlerait pas d'épargne. L'épargne, elle est faite pour investir. Donc, il faut trouver justement le bon champ. Donc, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde, mais tout le monde, à mon avis, hein, devrait y penser, soit pour construire son propre projet, soit pour s'engager dans le projet de quelqu'un. Toujours est-il que c'est toujours une bonne source de revenus et ça peut vraiment nous mener à l'indépendance financière. Voilà. Merci. Je voulais juste signifier qu'on avait prévu 90 minutes, mais on va prendre un peu plus de temps, ça ne va pas trop durer. Désolé à nos internautes et puis à nos panélistes aussi. Je vais aussi rectifier un petit truc. Ayeri a dit qu'en Afrique, bon, investir dans la bourse, ce n'est pas forcément une bonne idée. J'ai dit que j'ai pas de, en fait, j'ai pas d'informations là-dessus. Donc, ça peut être une bonne idée, mais moi, je ne sais pas.
Donc, je ne vais pas me prononcer là-dessus. D'accord, merci. Je voulais juste signifier que, prends l'exemple de l'Afrique du Sud, par exemple. L'Afrique du Sud a vraiment une bourse qui est relativement active. On appelle ça la JSE, Johannesburg Stock Exchange. Donc, on peut investir, même il y a les applications bancaires qu'on peut utiliser pour acheter des trucs là-bas rapidement et tout. Donc, c'est possible. Il y a aussi des possibilités, étant en Afrique même, d'acheter des actions et dans une société comme Google et tous les trucs. Donc, il y a toutes ces possibilités-là. C'est vrai qu'il ne faut pas se faire scammer en ligne et tout pour t'assurer que tu as vraiment eu les bonnes informations et tout et parler peut-être à un expert pour pouvoir faire ça. Donc, c'est possible de faire ça étant en Afrique ou bien même en Afrique. En Côte d'Ivoire, il y a BRVM, je crois. Ils rapportent leur truc. C'est vraiment petit, mais ça existe aussi. Voilà, donc, merci d'avoir mentionné ça. Quelqu'un d'autre voudrait parler des opportunités d'avoir des sources de revenus en tant que professionnel? Bon, peut-être tu nous demandes Je n'ai pas saisi en fait la question. D'entreprise qu'on Oui, pourrait... la question. Comment, Yeri? Je dis peut-être que en même temps, on pourrait donner des exemples d'investissement. Parce que dire entrepreneuriat, ça peut être large. Mais là, par exemple, quand on parle de bourse, quand on parle de ferme, par exemple, c'est des exemples qui me viennent de plantation, ça peut être des cas qui peuvent toucher plusieurs personnes. Si on peut être plus précis, quoi. Exactement, c'est un peu ce que je cherche. C'est que en tant que jeune Ivoirien et tous les trucs, quelles sont les opportunités que je pourrais, qu'on appelle ça, exploiter si par exemple, j'ai des revenus régulièrement que je pourrais exploiter pour avoir d'autres sources de revenus. Donc, tu peux prendre un exemple particulier pour développer ou bien, ouais, ça sera plus utile en tout cas. Merci, Ayeri. Donc, c'est la question pour répondre à Annecy aussi. D'accord. Donc, je pense que je vais y aller sur ce point. D'abord, je vais revenir rapidement en 30 secondes sur le point de la BRVM en Côte d'Ivoire. Il y a la bourse en Côte d'Ivoire et les gens investissent. Et c'est même le point d'investissement qui est vraiment à la mode actuellement à Abidjan. À l'intérieur, je ne sais pas trop, mais il y a des sociétés de gestion intégrées qu'on appelle généralement les SGI. Si tu n'es pas un pro de la bourse, tu peux investir et eux, ils vont t'aider en fait à savoir où miser ton argent et puis contrôler en fait l'évolution des actions, à quel moment il faudrait vendre, racheter, etc. Donc, il y a les SGI. Après aussi, il y a des clubs d'investissement. Après, ça dépend. Ce sont des personnes qui ont soit les mêmes, on va dire, les mêmes connaissances, bien le même amour pour la bourse et tout ça, qui se mettent ensemble et ils sont quand même des personnes de confiance qui investissent ensemble. Il y a aussi des sociétés telles que Sika Finance et tout ça qui aident aussi dans ce sens. Maintenant, si on doit revenir rapidement sur les business à proprement dit, il y a en plus de ça, il y a les dépôts de boissons. Ce sont des choses qui marchent aussi. Il y a aussi les points Orange Money de façon assez concrète. Il suffit juste de se renseigner sur le retour sur investissement. C'est-à-dire, si j'investis 500 000, mais je ne sais pas, 20 000 francs, combien j'aurai en retour. Il y a aussi la vente, surtout pour les femmes, la vente de make-up. Les hommes aussi vendent les make-up maintenant. On est en 2021. Donc, la vente de make-up, ça marche vraiment, quoi. Et à un certain niveau, au début, c'est plus ça, c'est pas de l'entrepreneuriat, c'est plus du business, en fait. Acheter, revendre. Acheter un prix bas, revendre légèrement plus cher selon la cible. Donc, j'achète, je vends pendant, je ne sais pas, 6 mois, 1 an, le temps de me faire une bonne clientèle et je cherche ma cible. Après, quand j'arrive à certain niveau, je peux commander maintenant depuis la Chine si je veux vendre en plus grande quantité ou bien même avoir les prix d'achat qui sont vraiment bas. Donc, ça me permet, ou ça me donne une plus grande possibilité de fixer mes prix de sorte qu'ils ne soient pas trop exorbitants, bien trop élevés en fait pour les clients. Il y a aussi la vente de vêtements. Friperie de premier choix jusqu'à différentes catégories de vêtements. Donc, racheter dans un premier temps les balles qu'on casse à jamais. Ça peut être le samedi matin ou c'est un petit réseau en fait. Donc, en se promenant au marché d'Adjamé, au forum et tout ça, on s'en va là-bas, on regarde les habits qui sont les plus beaux, on poste sur Facebook. Pas obligé de faire de stock parce que en faisant du stock, c'est un peu un risque. Pourquoi? Je n'ai pas encore de clients et j'achète des habits. Qu'est-ce qui me prouve que j'aurai des clients? Qu'est-ce qui me prouve que les habits que j'achète seront beaux? Donc, pour éviter ce stock-là, je vais au marché à Djamé, je vois peut-être 5 ou 6 personnes, vendeurs ou vendeuses au forum d'Adjamé tout à fait en haut.
Et puis, je prends des photos, je discute avec eux, bien sûr. Je prends des photos. Eux, ça les arrange forcément de vendre des habits. Ils ne perdent rien. Donc, je prends les photos, je poste sur ma page Facebook pour dire je vends des habits, je mets les prix, les tailles. S'il vous plaît, mettons les prix. Hein? On n'aime pas rentrer dans inbox pour appeler quelqu'un. Arrêtez ça, les vendeurs pigeons ou bien les clients pigeons, on n'aime pas ça. Donc, je mets les prix, je mets les tailles et tout ce qu'il faut comme information. Je les commande, je vais rapidement chercher à Djamé. Je donne à un livreur. Si j'ai le temps, je m'assure moi-même de la livraison et puis je prends l'argent. Et au fur et à mesure, le fonds de commerce se constitue. Mais le plus important, c'est de rester constant dans ce qu'on fait et puis ne pas confondre ses dépenses et son fonds de roulement. Sinon, bonjour la faillite, quoi. Avant d'avoir décollé, on fait la faillite. Donc, voilà. Merci pour cette topo. Voilà, avant de laisser donner la parole à quelqu'un d'autre, il y a l'un de nos panélistes, Meshach Ayeri, qui doit partir. Donc, je vais lui laisser la place pour nous donner son mot de fin avant qu'il ne parte. Merci beaucoup, Herman. Et puis, désolé de ne pas pouvoir terminer avec vous. Comme mot de fin, je dirais toujours épargne, épargne, épargne. Ensuite, aujourd'hui, on parle surtout d'investissement. Donc, il y a plusieurs chantiers en Côte d'Ivoire. On a parlé de la bourse des valeurs mobilières. On a parlé de plusieurs elle a eu plusieurs idées, Raïssa. Moi, je veux justement attirer notre attention sur les business de services. Aujourd'hui, c'est vraiment, si on veut, la vache à lait, en fait. C'est un domaine qui rapporte beaucoup les business de services parce que les gens aiment la vie facile, les gens aiment se faciliter les choses, ils aiment gagner en temps, ils n'aiment pas, voilà. Donc, j'aimerais attirer l'attention de tous ceux qui nous écoutent sur les business de services. Qu'est-ce que je peux offrir comme solution, comme possibilité pour faciliter la vie des gens? Ça peut être très similaire à des business déjà existants. Vous savez, en marketing, le positionnement, ou non, la différenciation, c'est quelque chose de très capital. C'est-à-dire, tu peux faire un business qui ressemble significativement à quelque chose qui existe déjà, mais avec juste une toute petite différence. Et voilà, cette différence-là va carrément te distinguer et ça peut te permettre de racheter toutes les autres parts de marché, en fait. Donc, c'est très important de regarder ce qui existe. Et donc, dans le cas du pricing, par exemple, tu peux justement aller prendre les habits à la maison et ramener les habits quand tu as fini. Tu peux, comme elle a dit, moi, c'est un business que j'aime bien, son dernier exemple. Donc, faire l'intermédiaire entre les vendeurs et les clients. Et c'est même un business même dans lequel je suis personnellement investi. C'est vrai que ça prend du temps, mais ça va le faire avec des amis. On est en train de développer un truc de ce genre. C'est-à-dire, on s'est dit, par exemple, aujourd'hui, il y a pas mal de vendeurs qui sont pas très connus ou bien qui ne savent pas utiliser les outils digitaux donc mis à disposition. On se dit, OK, donc on va les contacter, les recenser, tout cela, et puis faire de la communication pour eux, faire de la pub pour eux. Donc, ça peut être intéressant. Donc, il y a plusieurs chantiers qui sont vraiment ouverts à nous, jeunes, d'ouvrir les yeux, de prendre notre courage à deux mains, de bien s'informer et d'aller au front et de faire de très bons investissements qui pourront demain nous rendre indépendants financièrement. Voilà, donc j'allais dire les business de service pour faciliter la vie de nos clients. Donc, posons-nous cette question-là quand nous développons un business. Je vous remercie et à la prochaine pour discuter encore. En tout cas, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci Ayeri. Au revoir. Merci d'avoir donné ton temps. Bye. Voilà, donc pour continuer, on parlait de comme les opportunités comment on appelle ça, de générer beaucoup plus d'activités, beaucoup plus de revenus. Il y a Anissé, Ousmane et Emma qui ne sont pas encore intervenus sur ce point-là. Je voudrais que, si quelqu'un voudrait avoir un avis là-dessus, dans votre intervention, vous parlez un peu des systèmes de revenus rapides. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
il y a des exemples, je ne veux pas forcément indexer. Qu'est-ce que vous pensez des systèmes comme les trucs de QNet? Est-ce que vous encouragez les jeunes à regarder les systèmes pyramidaux qui... Bon, moi, j'ai mon avis là-dessus. Mais qu'est-ce que, si vous pouvez parler un peu de ça, parce qu'il y a des gens qui se sont fait arnaquer par ces genres de trucs à côté. Donc, en parlant de revenus, comment est-ce qu'on pourrait aussi incorporer ça dans la recherche de trucs? Oui, Ousmane. Moi, vraiment, je ne sais rien sur le système QNet, là, mais je sais que le système pyramidal, là, je sais que c'est illégal dans la plupart des pays, je pense. Non. Et personnellement, je ne conseille pas ça. Non. Mais ce que... Bah, pour éviter... OK, vas-y, Emma. Non, fini. En fait, ce que je voudrais dire, c'est que pour quelqu'un qui a un revenu maintenant et qui veut augmenter ses revenus, je pense que une chose, c'est qu'il faut plus se baser sur les revenus, comme on appelle, Ayeri appelait, et revenus passifs, parce que faut pas aller encore travailler ou, je sais pas si tu es en train de struggle ou something like that, mais il faut plus, si ton travail ne te permet pas d'avoir une autosuffisance, je pense qu'il faut te donner les moyens pour avoir un travail qui pourra te permettre ça. Pas toujours être dans le struggle, dans le hustle tout le temps. Je pense que faut chercher une certaine stabilité dans ton boulot principal. Je pense que c'est très important aussi. Ouais, c'est ce que je voulais ajouter. D'accord, merci. Brian a fait un commentaire, il demande qu'on élabore un peu plus sur les business de service. On va parler après pour savoir s'il faut avoir une session là-dessus ou pas. Mais merci pour ton commentaire. Voilà, Anissé ou Emma, je ne sais pas qui va partir avant. En fait, ce que je voulais dire, la main à Emma. D'accord, merci Anissé. Oui, je partage l'avis de Ousmane parce que, bon, le QNet, honnêtement, moi-même, je suis en Côte d'Ivoire, je n'ai pas assez d'informations, mais je sais que beaucoup de personnes se sont fait arnaquer. Et pour parler d'une petite expérience, en fait, on a failli arnaquer mes parents, mais mes parents, comme ils étaient informés un peu plus sur le sujet que moi, ils m'ont pas consulté, mais ils ont su gérer la situation, voilà. Pour dire en fait que ce sont des systèmes, c'est vrai, c'est rapide. Durant tout le live, on est en train de parler d'indépendance financière, mais en même temps, on parle de rigueur et de discipline et de patience. Donc, en termes d'argent, il faut vraiment, même pour tout en général, il faut vraiment être patient parce que tôt ou tard, comme on le dit, pour nous va arriver. Il faut vraiment être patient, concret, objectif et régulier, constant, comme Raïssa l'avait suggéré. Donc, moi, je ne conseillerais pas QNet, mais les systèmes pyramidaux, comme par exemple, moi, je vais prendre un cas palpable dans lequel j'étais, Aloe Forever. Quand c'est venu au départ, ma maman, elle était dans ce système et elle s'est fait beaucoup d'argent. Elle a eu beaucoup d'épargne dans ce truc. J'en parle parce que c'est quelque chose qui est vrai. On avait, en fait, à chaque fois que tu intègres un client et que ce client-là devient un griffe, un fournisseur, tu gagnes plus de points et ces points-là te font générer plus de revenus, etc. Donc, ma maman a fait ça pendant, je crois, 2-3 ans, jusqu'à ce que les arnaques commencent à rentrer dedans. Je crois que quand les arnaques ont commencé à rentrer, et puis aussi, il y a eu la contrefaçon de ce produit-là, elle s'est retirée, mais elle s'est fait vraiment beaucoup d'argent dans ce domaine. Et moi-même, j'y étais un peu parce qu'en ce moment, j'étais, je crois, étudiante, élève ou étudiante, donc du coup, elle me partageait certaines astuces et tout. Et il y a aussi, on peut parler par exemple comment on appelle, des monnaies numériques qu'aujourd'hui aussi qui existent, le Bitcoin, j'ai oublié d'autres monnaies, mais ce sont des systèmes pyramidaux aussi. Mais il faut vraiment faire attention, il faut vraiment s'informer sur le sujet. Généralement, les gens disent qu'au départ, c'est bien, mais après, quand tout le monde vient, il y a beaucoup d'arnaques et quand c'est en ligne aussi, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, du coup, il faut vraiment faire attention, il faut vraiment s'informer sur le sujet et ne pas être dans son coin pour se dire, parce qu'en termes d'argent, c'est très facile de laisser son argent aller. Donc, il faut aller vers les gens qui s'y connaissent, que ce soit des entrepreneurs ou bien même des personnes qui sont dans des entreprises. En tout cas, pour revenir un peu sur ce qu'Ayeri disait, dans le livre L'homme le plus riche de Babylone, c'est qu'il conseillait aux gens qui lui demandaient comment est-ce qu'il a fait pour devenir riche et tout. Il a dit que le plus important, si tu as épargné, que tu investis, si par exemple tu dois investir comment je vais dire, dans la couture, tu vas pas aller voir un maçon pour lui demander des informations sur la couture. Voilà, donc il faut aller vers les personnes qui s'y connaissent
prendre les bonnes informations pour ce genre de cas en tout cas et vraiment s'y mettre. Et une fois que tu sens que c'est bizarre, en tout cas, si tu ne le sens pas, ce n'est pas la peine de s'y mettre, quoi, parce que ton argent risque de s'envoler et ça serait du gâchis. D'accord, merci. Moi, Oui, j'ai Annie. un tout petit point à dire. D'accord. En fait, en plus de ce que Emma a dit, si une personne sait qu'elle n'est pas bon marketeur ou bon vendeur, c'est pas la peine de se mettre dans les systèmes pyramidaux. C'est vraiment pas la peine parce que c'est un gâchis, c'est une perte de temps. Je ne sais pas comment convaincre quelqu'un. Ça ne se peut pas par magie, en fait, envoyer une personne dans son réseau, de sorte qu'il y ait 5 personnes. Quand la boucle est atteinte, eux aussi doivent chercher à leur tour, etc. Moi, j'ai quasiment été dans le Kidnet, c'est mon papa qui m'avait mis dedans. Mais en réalité, moi, ça ne m'intéressait pas. Donc, je n'allais jamais, en fait, aller avec quelqu'un. Et lui aussi, c'était un peu genre, comme on est ses enfants, donc il nous a mis à la suite. Donc, c'est lui encore qui dépense doublement, vous voyez. Donc, si tu sais que tu n'es pas bon marketeur, tu ne sais pas comment vendre un produit, comment convaincre quelqu'un, les systèmes pyramidaux, pas la peine. Si tu es bon marketeur, bon vendeur, dès que le système pyramidal sort, les premiers mois, vas-y rapidement, prends ton argent. Sinon, après, ce n'est pas la peine parce que ça sera comme les histoires de placement d'argent, ça finit à gros business, ça finit toujours un peu mal en fait. Voilà mon point. Merci. Merci. Anissé, avant que tu ne te parles rapidement, je veux dire qu'il y a des preuves mathématiques que les systèmes pyramidaux, ça ne marche pas parce qu'il y a un nombre limité de personnes sur la Terre, en fait. Donc, au départ, les premiers vont truc. Après, tu vas pouvoir recruter combien? On a 7 millions. Si tu prends, il y a plusieurs générations pour démontrer qu'après un certain nombre d'étapes, c'est déjà saturé. Donc, les premiers vont pouvoir bénéficier, mais après, ça devient n'importe quoi. Donc, il faut vraiment faire attention. L'autre précision aussi, c'est les cryptocurrencies dont Emma a parlé. Bitcoin, peut-être c'est un peu différent du système pyramidal et tout. C'est un investissement, mais vraiment à grand risque. Il faut savoir que ça fluctue beaucoup, ça change beaucoup. Actuellement, c'est en train de bien aller. Donc, si tu avais mis de l'argent il y a longtemps, peut-être que ton argent a doublé et tout. C'est un peu comme les stock market et tout, mais c'est vraiment différent. Donc, il faut vraiment faire attention. Et le conseil le plus intéressant que j'ai entendu par rapport aux cryptocurrencies, il y a Bitcoin, il y a Ethereum et tous les autres là, c'est que si tu ne peux pas prendre le risque de perdre l'argent que tu mets là-dedans, il ne faut pas investir dans le Bitcoin et dans tous ces trucs-là. Mais si tu penses que tu as 10 000, quelque chose que tu peux perdre sans problème, tu peux mettre là-dedans. Là, si tu as eu la chance et c'est un truc à long terme, tu vas peut-être avoir quelque chose. Donc, c'est mon conseil que je peux donner sur les cryptocurrencies. Voilà, Anissé, vas-y, avant qu'on ne finisse. Difficile de parler après toutes ces belles interventions. Je ne sais même plus quoi dire, par où commencer et tout. Avec ton expertise en machine learning, tu as déjà tout dit en fait. Alors, là, je pense qu'on discute du point essentiel en fait de la question de la création de valeur, donc notre sujet surtout, qui est l'indépendance financière. Comment générer plus de revenus? Déjà, tu as cité un élément très intéressant sur lequel je veux en fait appuyer mon argumentaire, c'est le risque. Il faut savoir que quand on parle de générer des revenus, le revenu est toujours associé, en fait, sinon la rentabilité est associée au risque. Financièrement parlant, on ne vise pas une rentabilité de 50% si le risque n'est pas similaire. Donc, risque et rentabilité évoluent ensemble. Et donc, en fonction du projet ou de l'investissement que je veux réaliser, si je vois que c'est un investissement qui est beaucoup trop facile, pour répondre peut-être à la question des, comment ça s'appelle, des systèmes de recommandation. C'est encore quoi le nom, pardon? Système pyramidal. Voilà, du système pyramidal. Donc, pour répondre à la question des systèmes pyramidales qui paraît aussi tellement facile, il faut savoir qu'il y a un gros risque derrière. Donc, gagner de l'argent facilement voudrait dire que derrière, il y a un gros risque qui est pris. Et le risque, comment mitiger le risque quand on est financier, quand on connaît les outils financiers, il y a plusieurs façons de gérer ce risque-là, de sorte à peut-être se prémunir en fait très tôt, rapidement et sortir de la situation avant que ça ne dégénère. Après, il y a d'autres moyens, d'autres investissements qui peuvent nous générer en fait plus de revenus, mais qui sont associés à moins de risques. L'investissement dans l'immobilier, pourquoi nos parents aujourd'hui sont dans l'immobilier? C'est un investissement, je ne dis pas qui est sans risque, mais qui est quasi sûr. Sauf que ça demande un gros montant. Mais la rentabilité également n'est pas grande. Si on a investi un gros montant, c'est au bout de 10 ans, 15 ans, voire 20 ans qu'on va peut-être gagner des bénéfices.
Donc, pour répondre vraiment à cette question de comment générer des revenus, ça dépend de la position dans laquelle on est. Dans la position dans laquelle on est, il faut savoir que nous avons la chance d'être en Afrique. Bon, je ne dirais pas que c'est une chance, oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire dans tous les secteurs. Vous avez cité les secteurs des services, mais il y a la transformation, l'industrialisation, parce que l'Afrique a besoin d'être industrialisée. On peut s'investir là-dedans. Il y a plusieurs opportunités qui peuvent en ressortir. La Côte d'Ivoire, pour ce que nous savons, qui est très riche en termes de matières premières, on a le cacao, on a l'atiéké, qui n'est même pas industrialisé. Je connais un entrepreneur qui aujourd'hui est en train vraiment de faire beaucoup de chiffres. Dans le domaine aussi des chips bananes, c'est beaucoup apprécié à l'extérieur. Il y a de petites choses qu'on fait chez nous. Sinon, il y a des matières qu'on a chez nous qui sont très valorisées dehors. Il suffit juste de les transformer, de trouver le canal idéal pour rechercher, pour trouver notre clientèle, mettre ce produit-là sur la meilleure place financière, pardon, le meilleur marché, et on crée de la valeur, on s'enrichit. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le commerce. Le commerce, c'est vraiment ce que tout le monde fait aujourd'hui. Je ne dirais pas que c'est sans valeur ajoutée, mais le commerce permet de façon basique à tout un chacun peut-être d'avoir un revenu, de le faire circuler et voilà, constamment avoir quelque chose. À grande échelle, ça permet d'être riche. Alors donc, pour conclure, pour vraiment conclure sur ça, on peut générer beaucoup d'argent. On peut générer beaucoup d'argent. Il faut connaître le secteur dans lequel on veut se lancer. Donc, identifier vraiment tous les contours du projet. Pour ceux qui sont dans le domaine financier, en tout cas, on conseille toujours de faire un business model. Connaître son marché, connaître la cible à qui on adresse, identifier même déjà un besoin qui existe sur le marché et par rapport à ce besoin, proposer une solution qui va vraiment répondre clairement aux besoins. Et ensuite, si on veut un accompagnement, on peut ne pas financer à 100% par fonds propres. On a parlé des systèmes d'emprunt, donc on peut financer avec un quota et ensuite trouver des bailleurs de fonds. Ça peut être des banques, ça peut être des prêteurs, d'autres personnes, voilà, qui vont investir dans nos projets. Donc, pour moi, particulièrement, si je peux conclure avec ça, si vous me permettez, moi, je suis au Sénégal, j'ai un travail, bien sûr, mais aujourd'hui, j'investis dans un domaine, j'ai créé une petite société qui se nomme Nocos. Et le projet, c'est que on valorise en fait la consommation des produits locaux. On commercialise aujourd'hui la mangue séchée. Donc, les gens ont pour habitude de manger la mangue fraîche, mais la mangue est un produit saisonnier. Alors qu'en hors saison, il y en a qui veulent consommer la mangue, mais qui ne peuvent pas. Et c'est un amuse-bouche qui est très intéressant. On les retrouve souvent dans des milieux très riches, mais tout le monde peut s'en procurer. Et on le produit localement. Voilà. Il y a plusieurs autres produits. La banane, comme j'ai cité, la banane peut se manger à l'état séché, comme tu peux aussi faire les chips. Il y a tellement de choses qu'on a et qu'on peut faire, trouver les meilleures places où les mettre et se faire de l'argent. Donc, gagner de l'argent, c'est facile, c'est la rigueur et c'est trouver le bon projet, le meilleur moment pour se lancer. Et voilà, c'est parti. Je ne conseille vraiment pas aux gens le système le système pyramidal. Moi-même, j'ai tenté. J'avoue que j'ai beaucoup perdu là-dedans. Mais aujourd'hui, je ne peux pas conseiller à des gens de le faire. Voilà, c'était tout. Merci. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. C'était vraiment intéressant. Nous allons conclure avec les mots de fin. Je vais commencer par Ousmane, qui doit aussi partir. Oui. Merci tout le monde, merci aux panélistes, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Pour ma conclusion, ce que j'aimerais vous dire, c'est que pour avoir une certaine liberté financière, il faut avoir une certaine discipline et beaucoup d'épargne. Et il faut aussi le faire de façon en suivant une certaine fréquence, une certaine constante dans tes épargnes. Puis aussi contrôler tes entrées et sorties, genre, c'est la même chose, on va dire à chaque fois, mais c'est vraiment les grosses bases pour pouvoir, pour ne pas s'appauvrir, c'est-à-dire s'enrichir. Merci à tout le monde et j'espère que vous avez passé de bon temps avec nous. Merci. Merci à tout le monde, aux panélistes aussi. Merci. Tu peux désigner la personne qui va suivre, s'il te plaît. OK. Je vais désigner Raïssa.
D'accord, donc merci Ousmane. Merci à tous d'avoir suivi ce direct. Je ne vais pas être longue, mais le plus important, c'est de toujours être discipliné. C'est la base, en fait. On a l'argent, on épargne, on ne va pas le retirer parce que mon voisin s'est cassé l'œil, même si ça pourrait être une urgence. Donc, la discipline financière, même s'il y a l'épargne, on ne dépense pas. Deux, l'épargne ne sert pas uniquement à être gardé ou orner le compte indéfiniment, même s'il y a des intérêts qui s'ajoutent dessus au fur et à mesure, mais n'oublions pas que le coût de la vie aussi varie et la vie devient de plus en plus chère. Donc, il faudrait chercher à fructifier l'argent qui est sur le compte d'épargne, à le multiplier, soit par des projets à impact rapide qui peuvent nous rapporter des bénéfices dans un bref délai, ou bien par des investissements sur un plus long terme, en fait. Mais donc, on aime plus ou moins les retours sur investissement et les risques aussi qu'on prend en investissant. Et en troisième position, avant de nous lancer dans des projets très risqués tels que les systèmes pyramidaux et autres, il faudrait d'abord se connaître soi-même, savoir si on a la capacité de convaincre des personnes à pouvoir intégrer le réseau et surtout à quel moment on rentre dans le système. Si c'est longtemps après le début ou le lancement, ce n'est pas la peine. Mais personnellement, je ne vous conseillerais pas ce genre de système. Donc voilà un peu, on espère qu'avec les deux directs, la partie 1 et la partie 2 aujourd'hui, vous pourrez concrètement passer à l'action et améliorer la gestion de vos finances et puis aller à un next level dans votre vie en cherchant à multiplier vos sources de revenus. Donc, merci bien. Merci, Raïssa. Emma, ton mot de fin, s'il te plaît. Alors, les autres l'ont déjà dit, hein, donc on va pas s'étaler dessus. Voilà, je crois que Raïssa l'a si bien résumé. Moi, je voudrais juste ajouter, enfin, parler beaucoup aux étudiants et aux élèves. Voilà, il faut être patient et comme elle avait aussi dit, il y a des activités rapides, des activités qu'on voit de façon rapide, comme par exemple les chips dont Anissé a parlé. Ça peut être même des gingembre que les gens vendent souvent dans la rue, ça peut être de la vente de vêtements, tout ça. Quand on est étudiant ou élève, ce sont des choses qui peuvent nous aider. Donc, ça peut nous aider à avoir des revenus supplémentaires pour pouvoir en fait avoir une certaine indépendance financière. Et quand on a ces habitudes-là, parce que tout est question d'habitude, une fois qu'on a l'habitude, plus tard en grandissant, ça devient beaucoup plus facile d'investir là où on veut. Et surtout la règle d'or de ne pas oublier de se mettre, de chercher des informations auprès de ceux qui s'y connaissent. Voilà, c'est un peu ça. Merci. C'est vrai que Anissé voulait conclure. J'ai vraiment aimé ton idée de business. J'encourage beaucoup plus de personnes à faire ça. Je ne sais pas si tu as encore un dernier mot. Alors, est-ce que mon micro est activé? Oui. Bon, tout a été dit. C'est juste remercier tous ceux qui nous ont suivis sur les 2 semaines. Vraiment, on a pris beaucoup de plaisir. Moi, particulièrement, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger sur ce thème qui est l'intelligence financière. Voilà, on a beaucoup appris de tous nos échanges avec les différents panélistes aussi. Et tout ce que je peux dire en résumé pour ceux qui m'écoutent, c'est que l'intelligence financière, c'est 3 choses. Si vous avez un revenu aujourd'hui, il faut être discipliné, il faut connaître vos besoins, les identifier, les lister et savoir déjà gérer vos revenus que vous avez. Et s'il y a une possibilité, constituer une épargne. Et si après vous visez une plus grande richesse, c'est donc d'identifier un projet dans lequel vous souhaitez vous investir et trouver vraiment les bonnes informations, hein, mesurer vraiment le risque que vous prenez et vous vous engagez. Voilà. Il y a beaucoup de possibilités, on a tellement de potentialités non exploitées. Donc, chacun peut vraiment se faire une place. Donc, vraiment, merci à tous. Ça a été un plaisir. J'espère que vous irez liker ma page, Nocos sur Facebook, et qu'on pourra aussi, pourquoi pas, échanger à nouveau sur d'autres sujets. Merci. Merci beaucoup. Merci à nos panélistes. C'était vraiment un plaisir aussi pour moi. Avant de conclure, je voudrais dire que la page ADC continue d'autres labs sur d'autres sujets. On va parler de STEAM, par exemple sciences, je crois, technologie, et puis informatique et mathématiques, je crois, dans les prochains jours. On va parler aussi d'intelligence artificielle. On a parlé d'intelligence financière, on parlera d'intelligence artificielle aussi. On va parler encore de beaucoup d'autres thèmes.
Et j'encourage tout le monde à suivre la page pour les thèmes qui vont venir et à aussi suggérer des sujets qui vous intéressent, sur lesquels vous vouliez qu'on parle. Et puis, voilà, c'est ça. Merci encore à Eddie d'avoir initié ce projet. C'était vraiment un plaisir. Et puis, quoi d'autre? Il y a les masterclass qui continuent sur la page, les CV, les trucs de comment écrire un business plan et tous ces trucs-là qui vont passer. Donc, suivez et puis suivez toutes les activités qui vont se passer. C'était vraiment un réel plaisir pour moi de modérer ces directs. Et je remercie encore nos panélistes. Et puis, c'était vraiment un plaisir pour vous de nous écouter et tout. Voilà. Au revoir. Bonsoir à tous.